Nous sommes le 21 janvier 2025. Alain Nechayev, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de cette longue carrière de comédien que vous avez exercée depuis vos jeunes années. Comédien, mais également directeur d'Esprit Frappeur, un cabaret de lutherie célèbre pour notamment y faire entendre des voix superbes. Vous êtes un découvreur également d'artistes. Alain, vous êtes né en 1953. Vous êtes d'origine belge, né à Bruxelles. Alors, alors Nechayev, évidemment, ça sonne pas très très belge. Quelles sont en fait les origines de votre famille? Alors les origines, c'est-à-dire qu'à ma naissance, mon père m'a pas reconnu pour des questions Pourtant, d'argent. vous avez déjà vu, non? Oui, il m'avait déjà vu, oui, mais il m'a quand même pas reconnu. Ouais. Et puis, c'est à la maison communale d'Anderlecht, au moment où ils ont été me déclarer et tout, ils donnaient des coups de pied sous la table à ma mère pour qu'elle déclare père inconnu. Et si bien que j'ai pas eu son nom de famille, mais je me suis retrouvé avec le nom de famille de ma mère, Nechayev. Et Nechayev, c'est d'origine bessarabienne au départ. Donc, c'est-à-dire que mon grand-père maternel, Nechayev, alors ça c'est ma mère qui raconte il a fui des rouges. C'était un russe blanc et puis il est allé s'abriter. Il a fait tout le trajet à pied, paraît-il, pour aller jusqu'au Luxembourg, où il a eu 12 enfants, dont ma mère. Et puis voilà, ça c'est un peu l'histoire. J'ai de la famille encore Nechayev au Luxembourg. Mais les Nechayev sont... Autrement, il y en a peu, quoi. En Suisse, je crois qu'on n'est que deux. Ma demi-sœur et moi. Et puis voilà, donc origine bessarabienne, la Bessarabie qui ensuite est devenue la Moldavie, et puis le petit village Ismaël d'où venait mon grand-père maternel, qui est au bord de la mer Noire, et maintenant c'est devenu l'Ukraine. Voilà. Alors, votre père, disiez-vous, vous a pas reconnu, mais en fait, il est venu sur place quand même pour dire je reconnais pas cet enfant. Est-ce que vos parents vivaient ensemble à ce moment-là? Oui, oui, ils vivaient ensemble, mais c'était très très compliqué, quoi. J'y repensais encore cette nuit en me disant, mais dans le fond, c'est vrai que moi je suis né en 53, c'est-à-dire seulement 8 ans après la guerre, quoi. Puis je me suis dit, mais c'est marrant parce que j'y ai jamais pensé, mais et mon père et ma mère, en fait, ils ont vécu la guerre de 40-45. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait complètement échappé. Mais tout d'un coup, j'ai réalisé ça. Mais votre père, donc, il avait pas envie d'enfant, au fond. Il voulait Oh, pas. Ou comment est-ce que vous expliquez, en fait, qu'il dit tiens, je vais pas reconnaître cet enfant. C'est quand bon, même assez étrange, en tout cas. c'était quelqu'un de très, très égoïste. Donc, il a un enfant gâté, famille, mes grands-parents, Marcel et Madeleine, avaient eu ses deux enfants, Gilberte, donc, et puis Edmond, mon père. Et puis, mon père était vraiment le garçon, donc il était gâté et tout. Belge, lui, alors. Voilà. Et quel était le nom de famille? Et puis c'était Mordant. 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 Mhm. Et pendant tout un moment, d'ailleurs, quand je suis arrivé en Suisse, je m'appelais Mordant parce qu'ils avaient demandé à l'école que, enfin, pour faciliter les choses, soi-disant à l'époque, j'étais à l'église catholique du Valentin, à l'école catholique du Valentin, et puis là, je m'appelais Alain Mordant. Ce qui aurait pu être utile à certains de vos spectacles, ce qui l'était Ah terriblement, me oui. semble-t-il. Mais alors, mais parlons alors encore une fois, de ce père, donc qui lui est de famille belge. Et alors vous citez nommément ses parents. Donc vous avez eu des contacts avec vos grands-parents paternels. Oui, maternelle, j'ai pas eu de contact. J'ai des vagues souvenirs d'une fois où j'aurais vu mon grand-père maternel au Luxembourg, mais ça reste vraiment un souvenir très très vague. Ma grand-mère aussi. Ils n'étaient pas très liés en famille, du côté Nechayev. Non, 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 il y a eu. C'était pas très lié. Et puis, ben, j'ai vécu chez mes grands-parents paternels pendant pas mal d'années, puisque quand mes parents se sont divorcés, je me suis retrouvé chez mes grands-parents pendant pas mal de temps. Donc vos parents naturels étaient en fait mariés.
Ils étaient mariés, mais c'était, comme je vous dis, c'était hyper compliqué. Parce que quand on est marié, est-ce qu'on peut aller dire je ne reconnais pas l'enfant étant marié? Ça paraît assez curieux comme démarche. Oui, bah, soi-disant, mon père a prétendu que c'était pas lui le père, quoi. Ah, c'était ça. Donc, C'était ouais. ça l'idée, d'accord. Et Puis, et c'est pour des possible? questions financières, Et ça vous paraît plausible? ça me paraît connaissant mon père, ça me paraît tout à fait plausible. Votre père n'a pas voulu vous accepter, mais votre mère aussi a eu beaucoup de difficultés à accepter l'enfant qu'elle a eu avec vous. Et en fait, comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait suite à votre naissance et pendant les premiers mois de votre vie? Ben, je sais qu'en tout cas, quand on était tout bébé, ma sœur et moi, à un moment donné, euh, on m'a raconté ça par la suite, en tout cas, c'est que ma mère, à un moment donné, sachant plus quoi faire de nous, enfin, parce qu'elle voulait pas nous garder, quoi. Donc elle nous avait mis carrément sur le balcon, à l'extérieur, en plein hiver, les deux landaux sur le balcon pour qu'on disparaisse, quoi. Et ça c'est un exemple. Un autre exemple aussi, c'est que quelques années plus tard, on doit avoir, j'imagine, 3 4 ans. Euh, Ça reste très vague pour moi, mais je me souviens en tout cas de ces endroits au bord de la mer du Nord, en Belgique, où je me suis retrouvé avec ma sœur quand on était vraiment tout petit, parce que là aussi, à un moment donné, quelques années plus tard, ma mère et puis mon père aussi, j'imagine, voulant se débarrasser de nous, nous dépose devant une église. Et puis on se retrouve recueillis par un prêtre ou par des sœurs, je ne sais plus trop quoi, qui nous envoient comme ça au bord de la mer. Et on est retrouvés par nos grands-parents 1 ou 2 mois plus tard, je pense, qui nous ramènent à la maison. Et qui vous ramènent chez vos parents ou qui vous prennent chez eux, vos grands-parents? Qui nous ramènent chez nos parents, je pense, oui, oui, oui. Ou peut-être chez eux, je ne sais plus. Mais ce que je sais, c'est qu'on a vécu très très longtemps chez nos grands-parents, en tout cas. Mon père était un alcoolique invétéré, c'est-à-dire que très égoïste, il buvait énormément, il faisait à l'époque, il faisait des... Il était en Pologne pour faire des films Super 8 qui coupaient, etc. Enfin, bref, il était dans son monde avec des Revox, des machins, des trucs, etc. Il faisait quoi comme métier? Il était linotypiste. Alors, linotypiste, c'est ces énormes machines avec du plomb et qui tapent où il tapait à la machine, enfin, il tapait sur ce linotype, et en fait, ça fait les caractères à l'envers. C'est-à-dire que ça imprime des blocs de plomb comme ça, qu'ensuite le typographe va assembler pour faire la page du journal. Mhm. Et donc il était linotypiste, c'est d'ailleurs de ça qu'il est mort, parce que évidemment que le plomb, c'est pas très bon pour la santé, et c'est comme ça qu'il est décédé d'un cancer généralisé bien des années plus tard. Mais enfin, voilà, ça c'était mon père. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir, de le revoir par la suite Très très peu. Très très peu, quand les fois où je l'ai revu. Enfin, déjà l'enfance a été... J'ai vécu vraiment une enfance à la Charles Dickens, quoi. C'était... je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'était vraiment très très pénible, parce que c'était des bagarres à n'en plus finir. Entre 0 et 8 ans, j'habitais en Belgique, à la rue Ruysdael à Anderlecht, que j'ai pu revisiter l'appartement d'ailleurs, parce qu'Abel et Gordon, qui sont deux cinéastes, humoristes belgo-canadiens, écossais, belges, habitent au 17 rue Ruysdael. Et moi, je suis né au 15. Vos parents vivaient ensemble à ce moment-là? Oui, oui. Dans ces 8 premières années? Oui, oui, ils vivaient ensemble. Donc cette violence conjugale, c'est celle de vos parents que vous avez Oui, subie? oui, absolument. Oui, oui. Pas du tout mes grands-parents, mais mes parents, oui, parce que c'était...
De 0 à 8, je me souviens peu. Je me souviens qu'à 8 ans, on habitait à Liège, et puis qu'à un moment donné, mon père trouve du travail aux imprimeries réunies de Lausanne. Et donc là, départ pour la Suisse. Le seul souvenir que j'ai entre 0 et 8 ans, en fait, j'ai un tout petit souvenir de la première fois, enfin, de cette rue Ruysdael, justement, où je suis tout petit, puis je regarde par la fenêtre, je dois avoir 2, 3 ans, quelque chose comme ça, et cette rue me paraît absolument monstrueuse et immense, quoi. Puis en fait, quand j'y suis retourné et que j'ai regardé par la même fenêtre, c'est une toute petite rue, quoi. C'est pas du tout grand, mais c'est vraiment ce souvenir comme ça qui fait que les choses changent, quoi, quand on est enfant. Voilà. Et puis, de 0 à 8, le premier souvenir que j'ai aussi, c'est 8 ans, on part de Liège. On me souvient plus ou moins de l'appartement, mais très très vaguement. Et avant de partir, ma mère et mon père décident d'aller endormir le chat. Parce qu'ils ne pouvaient pas l'amener en Suisse. Et donc, ma mère a la bonne idée de m'amener avec elle chez le vétérinaire. Et à l'époque, quand on endormait les animaux, c'était pas de la rigolade. C'est-à-dire que là, c'était vraiment le chat dans une cage en osier, comme ça, et puis le vétérinaire qui le pique, puis le chat qui part dans tous les sens. C'était une horreur. Puis après, le blackout, et le premier souvenir que j'ai, c'est à 8 ans, mon pied qui se pose sur la gare de Lausanne, sur le quai de la gare de Lausanne. Et là, c'était avec vos parents? Et là, c'était avec mes parents. Donc de 8 ans à 14 ans, on n'arrête pas de déménager. Donc on se retrouve, on commence par les escaliers du marché, 9 bis, chez les Rigaldo, qui était un souvenir fabuleux, à la fois fabuleux, puis à la fois pas évident parce que la vie n'était pas facile. Les Mormons qui débarquent un jour chez nous parce que ma mère avait dit oui aux Mormons, et puis ils viennent pour nous baptiser. Puis entre-temps, mon père est intervenu, donc elle n'ouvre pas la porte, puis on est blotti dans l'appartement en faisant le silence complet, comme s'il n'y avait personne. Enfin, ça, c'est des souvenirs. Je me souviens que je mets le feu une fois à mon bureau parce que je décide de faire un feu de camp dans le tiroir de mon bureau. Et puis, mon père rentre, je clagne, mandale et tout. Ma mère essaie de me donner un coup de pied, elle tape dans le radiateur. Enfin bref, voilà, c'était un petit peu ça. Après, on s'est retrouvé à la route à Loïs-Fauquet, à Bellevaux, au-dessus du cinéma. Mon père a fait des projections de cinéma pendant 2-3 ans là, au cinéma de Bellevaux. Et là, c'est des souvenirs, mais aussi terribles, quoi, de bagarres, de Revox lancé par la fenêtre, un autre Revox balancé dans l'aquarium qu'avait mon père, etc. Ma demi-sœur et moi blottis dans le lit à essayer de ne pas écouter, et puis on était vraiment aux abris, quoi. Et ça a été... Puis après, la police qui débarque, évidemment, et... Non, la police qui débarque, et puis à l'époque, voilà, ils embarquent nos parents, et puis ma sœur et moi, on se retrouve sur le palier, avec personne qui s'occupe de nous. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? Et on avait 11 ans, quelque chose comme ça. Ah oui. 11-12 ans, ouais. Parce que vous disiez un peu plus tôt que vos grands-parents paternels s'étaient occupés de vous. Mais à parce quel qu'ils moment? ils étaient en Belgique, eux. Oui, justement. Mais à quel moment est-ce qu'ils se sont occupés Donc de alors, vous? c'est de 8 à 14. C'est donc toute cette période en Suisse. Et puis, à 14 ans, mes parents divorcent. Mon père, on est en vacances en Belgique. Toute la famille. Ma mère rentre en Suisse, mon père reste en Belgique, et nous deux, on reste en Belgique aussi chez mes grands-parents et mon père. Et puis là, pendant 3 ans, je ne revois pas ma mère. Donc il y a mon père, ouais, mais qui n'est pas là, quoi. Mais surtout mes grands-parents qui s'occupent. Et votre père vit aussi avec vous oui, chez les grands-parents? Entre 14 et 17 ans, voilà. Mais quelle était
le type de rapport que votre père avait avec ses propres parents? Parce qu'il y avait ce problème de l'alcoolisme. Comment est-ce qu'ils géraient ça, vos grands-parents? J'ai pas de souvenir de... Mes grands-parents, je sais qu'ils n'étaient pas alcoolos en tout cas, mais bon, ils étaient bruxellois, quoi. Donc, quelque part, je sais pas s'ils s'en foutaient ou pas, si ça leur était égal, mais ouais, j'ai pas de souvenir. Le rapport entre mon père et ses parents, voilà, ça restait l'enfant gâté quand même, ça restait quand même Mhm. qui pouvait faire ce qu'il voulait, puis qui avait une main mise sur eux. Qui elle était beaucoup plus à se battre pour nous, c'était ma marraine, qui en fait était la sœur de mon père, Gilberte, et puis qui, elle, alors elle a été très très haut au ministère de la Justice à Bruxelles. Donc, contrairement à mon père qui était linotypiste, elle, vous fallait monter dans les échelons, alors que c'était pas l'enfant gâté. Et puis, elle s'est vraiment battue pour nous. La preuve, c'est qu'à 17 ans, ma sœur et moi, on logeait chez elle, mais elle ne nous voulait pas dans son appartement. Donc, on avait 2 petites pièces au rez-de-chaussée, puis elle était au 3e étage, à l'avenue Segers à Bruxelles. Et là, à un moment donné, je me souviens qu'un jour, je dois aller passer mes examens. J'étais à l'école normale Charles Bulls à Bruxelles. Et puis, j'avais des examens à passer. J'avais pas de problème à ce niveau-là, mais moi, ce que je voulais, c'était faire du théâtre. Donc, à 17 ans, au lieu de faire mon sac pour aller à l'école, mon cartable, je fais mon sac à dos, je mets 2, 3 trucs dedans, je marche un petit peu dans Bruxelles, je me retrouve au bord de l'autoroute, je fais du stop, et 24 heures après, je me retrouve sur une poubelle à l'avenue du Grammont à Lausanne, devant la porte de ma mère, enfin devant l'immeuble de ma mère, à attendre qu'elle rentre. Et là, je retrouve ma mère et j'ai 17 ans. Alors justement, quand vous dites j'ai pas eu de père, en fait, vous avez quand même vécu avec votre père, bon an mal an, quand même quelques années, mais sans jamais sentir cet élément justement de fils. Ah, mais pas du tout. Alors encore une autre anecdote, c'est quand je parle de la route à Loïs-Fauquet où on habitait. À un moment, je me souviens qu'un jour, je rentre de l'école, mon père est au salon, assis dans un fauteuil, et je vais pour lui donner une bise, et je reçois une baffe parce que, il est occupé. Ça, c'est des exemples, quoi. Mais ça a été tout le long comme ça, quoi. C'était tout le long. Ce qui est sûr, c'est que autant mon père que ma mère avaient un gros problème d'alcool tous les deux, et que du coup, ma mère n'était pas quelqu'un de... Elle utilisait des mots sans savoir ce que ça voulait dire, souvent. Donc, elle balançait des trucs, des fois, complètement sidérants. Euh, et c'était pas quelqu'un de super intelligent, je crois pas, quoi. Mais voilà, elle a eu beaucoup de soucis, beaucoup de souffrances aussi, parce qu'elle avait un bras en moins, parce que quand j'avais 14 ans, 13 ans, quelque chose comme ça, on est allé à la montagne, mon père avait décidé de... il trouvait, enfin bref, il était passionné par la montagne, donc il nous avait amené une fois au Grammont en face. Et puis là, on avait descendu le tombeau des Allemands. En bas, il y avait des tombes et tout. C'est de la folie, quoi. Il ne savait pas faire. Puis ensuite, il a voulu faire des cours pour devenir, comment on dit, Guide? guide de montagne. Et puis là, on était près d'Arolla, dans une cabane du club alpin suisse. Et puis là, mon père part faire son stage et ma mère reste seule avec nous deux, fait la connaissance d'un jeune homme de 18 ans, couche avec lui évidemment. Elle a 33 ans, quelque chose comme ça, quoi. Et puis le lendemain, le jeune homme nous amène sur le glacier et on est en plein mois d'août. Et donc là, on commence à avancer dans le glacier. À un moment donné, il y a un énorme rocher avec une tête de mort dessus. En rouge, c'est marqué « Attention, ne pas aller plus loin », etc.
on continue à avancer. Ma sœur se détache en disant « moi, je ne vais pas plus loin ». Elle a 1 an de plus que moi. On continue à avancer. À un moment donné, il y a une rivière de glace. Le jeune homme saute. Je saute. Et ma mère saute. Et au moment où elle saute, il y a un rocher de 2 tonnes qui se détache et qui vient lui écraser le bras. Et le rocher, il fait il hésite, il serait parti là, elle aurait été coupée en 2. Il part de l'autre côté. Et du coup, voilà, le jeune homme part en courant chercher du secours. Ma sœur agite un pull rouge vers le glacier. Ah, c'était à Samedan. C'était pas à Relas, c'était à Samedan. Pour appeler les secours, enfin pour faire signe, etc. Et moi, ma mère me dit, elle n'a plus qu'un lambeau qui tient son bras, quoi. Elle me dit, je lui fais un garrot, voilà. Et elle me dit, elle me dit de lui faire un garrot, puis de prier. Puis voilà. Et puis donc, on attend pendant 3 heures, quelque chose comme ça. Puis au bout de 3 heures, il y a une barque qui arrive depuis le barrage. Et hop, ils viennent récupérer ma mère, etc., etc. Le lendemain, voilà, elle est là avec un bras en moins. On est en quelle année, là? On est dans les années 70, quelque chose comme ça, je pense. Ouais. Alors, quand vous aviez cette envie de faire du théâtre, vous avez eu un parrain qui, lui, était comédien, Oui. Pierre Dumaine. Oui. Alors, comment est-ce qu'il est entré en contact avec vous et avec votre famille? Il y avait, forcément, je le connaissais depuis tout petit, puisque c'était mon parrain et ma marraine, c'était Gilberte, et puis mon parrain, c'était Pierre Dumaine. Mais comment est-ce que vous le connaissiez, justement, Pierre Dumaine? Comme parrain, je veux dire, comment est-ce qu'il était devenu parrain? C'était un ami de ma marraine. Ah, d'accord. En fait. Et puis ils étaient amis, mais mon parrain étant homosexuel, le rapport entre mon parrain et ma marraine est devenu très très compliqué, parce que ma marraine était très inquiète pour moi, alors que je n'ai jamais eu aucun problème avec mon parrain. J'ai même dormi entre lui et son ami Ramon Berry, puis d'une manière sans aucun problème. Donc pour moi, mon parrain, c'était quelqu'un d'exceptionnel, quoi. Puis c'est lui vraiment qui... j'avais 14 ans quand j'ai été voir un spectacle qui s'appelait le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Il y avait Ève Bonfanti, Pierre Dumaine, mon parrain qui jouait dedans, etc. Et là, ça a été le flash, quoi. J'allais plus à l'école. Pendant 1 semaine, j'étais au théâtre tous les jours. J'étais les coulisses, la loge, les odeurs, les lumières, le son, le spectacle. C'était je veux faire ça. Et donc, entre 14 et 17 ans, j'ai pas pu, parce que, mon Dieu, mes parents m'ont tout de suite dit « Non, pas question, tu rigoles, c'est plein d'homosexuels et tout, puis il te faut trouver un vrai métier, etc. » Vous savez que votre parrain l'était, lui, il était gay clairement et ouvertement. Oui, alors c'était un couple absolument fabuleux, quoi. Mais donc, vos parents ne l'acceptaient pas, alors, puisqu'ils avaient Non. Hein? Non, justement, il y avait un rejet de la part de mes parents, de la part de ma marraine aussi. Puis donc, je voyais un peu mon parrain quand je pouvais, plus ou moins en cachette, comme ça, parce que c'était dangereux, quoi. Mm-hmm. Et puis voilà, puis quand j'ai, donc entre 14 et 17 ans, j'attends. Et puis c'est à 17 ans, c'est le moment où je pars, où je quitte la Belgique pour rentrer en Suisse, que là, je vais suivre les cours chez Paul Pasquier, en compagnie de François Sylvain, d'ailleurs, à l'époque. Ah ouais. Et puis, je fais Paul Pasquier qui à l'époque avait 70 ans, c'est-à-dire mon âge, quoi. J'ai même un peu plus maintenant. Et puis là, je suis les cours chez Paul Pasquier pendant 3 ans, puis c'est là que je démarre vraiment dans le monde du théâtre et du spectacle. Alors, les démarrages dans ce monde du théâtre, parce que vous avez touché à beaucoup de styles, hein, mais tout au début, vous vous attachez au théâtre de rue déjà, quand vous démarrez, non? Alors je crée un lieu qui... Ça s'appelait d'ailleurs le Théâtre des Rues. Je crée une compagnie qui s'appelle le Théâtre des Rues, et puis j'ouvre avec Gilles Pidou et Roland Bormans
je crée le théâtre du vide-poche. Mais vous jouiez aussi dans la rue, non? Non, pas encore. Là, Ah, c'est plus tard, oui. le tout début, c'est vraiment le haut vide-poche, et c'est là que je monte, je me prends pour... enfin, je fais la mise en scène et je joue le bras principal de tout ce que je fais. Donc, c'est complètement dingue, parce que je suis le meilleur, évidemment. J'ai 20 ans. Et puis, pour moi, c'est clair il est temps que j'arrive en Suisse et puis que... La Suisse vous attend. Ouais, Absolument. absolument. Patiemment. La Suisse m'attend. Et donc, je monte les bâtisseurs d'empire de Boris Vian. Le dernier acte, je suis seul en scène pendant... c'est un monologue de 20-25 minutes, quelque chose comme ça, complètement fou. Après, je monte La leçon et les chaises de Ionesco, où je joue aussi les deux rôles principaux. Et après, je monte le marathon de Claude Confortès justement avec Pierre Crétol et puis Éric Mathieu. Et puis mise en scène de Gilles Pidou. Puis c'est là qu'on fait... un boulot incroyable parce que pour pouvoir faire le marathon de Confortès, c'est l'histoire de 3 coureurs, un de 20 ans, un de 30 et un de 40, le spectacle commence et on avait une espèce de rond comme ça sur scène surélevé avec de la sciure au milieu. Et donc, départ du marathon, ça sent le Fortalis dans les loges, dans la salle, etc. Mais avant de commencer à jouer, pendant les 2 semaines d'avant, en fait pendant 21 jours, on répète pendant 3 semaines, et chaque jour on fait 1 kilomètre de plus. C'est-à-dire que le premier jour on fait 1 kilomètre au parc de Montrepos, le deuxième 2 kilomètres, etc. Et donc, le 21e jour, avant de commencer à être sur scène, on fait 21 kilomètres. Réels, quoi. Et donc... Et le lendemain, on commence les représentations. Et j'ai un ami marathonien qui s'appelait Yves Matalon, enfin, qui s'appelle toujours, parce que je pense qu'il est toujours en vie, qui vient voir le spectacle et qui me dit, là, vous faites, vous faites 12 km efforts par représentation. Donc c'est complètement fou, quoi. On a ce spectacle. Je rencontre Émile Zatopek à la gare de Lausanne. On fait une photo avec lui. J'ai encore tout ça dans mes archives. Et puis c'est un spectacle que je vais faire à 20 ans, où je fais le plus jeune. Je fais le second rôle à 30 ans, et j'ai 30 ans. Je fais le second rôle, et à 40 ans, je fais le troisième rôle. Donc finalement, je connais tout le spectacle par cœur. Il y a longtemps que vous courez? Ouais, 15 ans, et vous? 30 ans, moi je débute. Ah bon, ça se voit. Ah bon, pourquoi? Tu sais pas courir, etc. C'était génial. J'ai adoré ce spectacle-là. Et puis alors, il y a... Avec des dessins de toutes les... C'était une pièce de Claude Confortès, et en fait, qui était très ami avec Wolinski, avec toute l'équipe de Charlie Hebdo. Et toutes les affiches que j'ai encore, d'ailleurs, j'ai des affiches en format mondial, de Reiser, Wolinski, Cabu, Ciné, Sampé, etc. Il y a au moins une trentaine de dessinateurs qui ont fait des affiches format mondial pour ce spectacle. Pour ce spectacle. Oui. Ah, ouais. Et puis alors, il y a ensuite votre arrivée dans le monde du clown. Vous avez... au départ, quand vous avez commencé le théâtre, c'était pas dans votre intention. Hein. Non, comment c'est arrivé finalement? Le théâtre, c'était pas trop mon truc en fait, parce que déjà mon parrain, quand j'avais 17 ans, je me souviens qu'une fois j'étais chez lui devant un miroir, puis il me faisait jouer, etc. Et puis il me dit, mais écoute Alain, c'est pas fait pour toi, le théâtre. Bon, essaye de faire autre chose. Tu sais, tu arriveras à rien là. Enfin bref, il trouvait que c'était pas ça, comédien. C'est vrai qu'à l'époque, on en faisait des tonnes, et puis que voilà. Puis surtout, je débutais. Puis j'ai quand même fait 3 ans de diction, déclamation en dramatique à Bruxelles, à Anderlecht d'abord avec Paul Florian et Monique de Malène. Pour la diction déclamation, Paul Florian pour le théâtre. J'ai travaillé au Théâtre du Méridien, justement, comme... c'est là que j'ai eu les premiers rapports avec le théâtre. En fait, c'est au Théâtre du Méridien à Bruxelles,
à Anderlecht. Pourtant, Et c'était ce que vous vouliez. Quand votre parent au départ, oui. Quand votre parrain vous disait mais t'es pas fait pour ça, vous ne l'avez pas cru visiblement. Non, non. Puisque vous avez au contraire le sentiment que vous lui devez cette passion du... C'est paradoxal. Vous devez à celui qui voulait vous décourager le fait et puis non, moi j'ai continué. Puis c'est là théâtre. que mon parrain m'a mis en relation avec le Méridien, avec Paul Florian, et puis que j'ai fait ces 3 ans où j'ai touché à tout, quoi. Et c'est là qu'il a commencé à croire en vous. Je faisais les accessoires. Mais votre parrain, c'est là qu'il a commencé à croire en vos possibilités. Il a cru en moi plus tard. Ça Ah a vraiment, il a fallu quelques années. Puis quand il s'est rendu compte qu'effectivement je continuais, quoi. Que j'avais fait plein de choses en Suisse. Ça s'est passé plus tard, quand il est venu à mon mariage, etc. etc. Ça a pris du temps. Mais à l'époque, c'était vraiment... oui, je suis vraiment passé par tous les niveaux, au niveau de monter des bandes son, Revox, faire des petits décors, des petites maquettes de décors, réparer des costumes, nettoyer les chiottes, tenir le bar, etc., etc. Puis ça, c'était vraiment l'apprentissage, réparer des projets. C'était vraiment voilà, ces 3 années-là. Puis ensuite de quoi, je me suis retrouvé en Suisse. Et c'est là que j'ai fait ces cours avec Paul Pasquier, après avoir fait l'Académie royale de Bruxelles et d'Anderlecht, les cours avec Pasquier, et puis que ensuite j'ai travaillé un tout petit peu dans le monde du théâtre, mais ça me plaisait pas. C'était quelque chose qui me convenait pas, quoi. J'aimais pas le côté... je trouvais qu'il y avait un côté de non-dit, de mesquinerie un petit peu entre les comédiens et les comédiennes. Souvent, c'est des... Ah, salut ma chérie, tu vas bien? Non, mais quelle conne celle-là, enfin bref. J'aimais pas du tout ce côté... voilà, de troupe, ça me convenait pas. Et puis, si bien que là, je suis parti dans les monologues. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus beau. J'étais beaucoup plus à l'aise de faire des trucs tout seul. Mais justement, vous faisiez ces spectacles, déjà dans ces années-là, vous avez commencé des spectacles, des monologues, mais vous les distinguez du théâtre, parce qu'au fond, c'est quand même des formes théâtrales, non? Oui, mais j'étais tout seul sur scène. Mm-hmm. Et donc, c'est ça qui faisait la différence. Mm-hmm. Et puis, du coup, j'étais maître de ce que je faisais. Il y avait juste un régisseur qui était avec moi. Mm-hmm. Et puis, c'est là que j'ai commencé à écrire mes premiers monologues. Enfin, le premier que j'ai fait, c'était « Pourquoi je casse mes jouets ?» Puis, à l'époque, c'était pour moi, c'était une méthode, la résilience, quoi, par rapport à ce que j'avais vécu avant. Mm-hmm. Et là, on est en 1976, là, à peu près. Ouais. Puis j'en voulais tellement à mes parents. Et puis j'étais tellement dans une espèce de rage et de colère intérieure, comme ça, par rapport à tout ce qui s'était passé dans mon enfance, qui m'avait marqué quand même. C'est vrai que... d'être... ouais. C'était très très violent cette enfance, donc du coup pour moi ça a été vraiment une période de violence sur scène. D'ailleurs une fois au vide-poste, j'ai même reçu un coup de poing dans la figure avec un spectateur qui est monté sur scène qui m'a flanqué son poing dans la figure. Pourquoi en fait? Parce qu'il supportait pas. Ah oui. Parce qu'il supportait pas le truc. C'était un spectacle où Pourquoi je casse mes jouets, que j'ai fait, donc et je finissais, donc il y avait le texte Bocarne, Nougaro, Dimet, Tachant, Reggiani, Léo Ferré, et je disais il n'y a plus rien de Léo Ferré, 20 minutes quand même de texte. Écoute, dans le silence de la mer, il y a comme un balancement maudit avec avec la peau qui te remonte un peu comme les vieilles putes qui remontent leur peau, etc., avec le sable, etc. Bref, c'était un truc complètement... et Ferré le faisait avec de la musique derrière, moi je le faisais complètement avec rien. Et puis ça finissait avec... il y avait Muss es sein, es muss sein, etc. Et je tapais dans les murs, mais... c'était d'une violence terrible. Et je finissais avec l'enregistrement sur 33 tours. Le régisseur a envoyé la lettre à Kissinger.
de Schloss Bokarn. Je veux te raconter Kissinger, l'histoire d'un de mes amis. Son nom ne te dira rien, il était chanteur au Chili. C'est l'histoire de Victor Jara qui s'est fait couper les doigts par la junte alors qu'il était guitariste, quoi. Ça finissait comme ça. C'est un spectacle où je n'ai jamais eu un applaudissement. Les gens ne pouvaient pas applaudir à la fin. Et donc il y avait un silence complet. Et quand j'ai fait ce spectacle, Pascal Auberson l'a vu, c'était au Casar à Lausanne. Et puis Pascal est venu le voir et tout de suite il m'a dit « mais il faut que tu viennes le montrer à Paris, ce spectacle-là ». Et puis c'est là que, quelques semaines plus tard, il me téléphone en me disant « écoute Alain, tu auditionnes demain à Paris au Blanc Manteau Pizza du Marais. J'ai discuté avec Lucien, il faut que tu viennes auditionner. » Donc je prends le train, j'arrive à Paris avec rien, j'avais pas de bande-son, rien du tout. Et donc, le lendemain, je vois Lucien qui me dit « Bon, audition demain à minuit. » Pascal Auberson, il fait le nécessaire pour qu'il y ait du monde dans la salle. Donc, il y avait au moins, je sais pas, 50, 60, 80 personnes, quelque chose comme ça. Et j'auditionne. Et comme d'habitude, je fais mon spectacle. Ça finit. J'avais été chercher le 33 tours de Schloss Bokarn à Paris. Hop, on envoie ça. Silence complet pendant 1 minute, je pense en tout cas. Je m'assieds au bord de la scène et j'attends. Silence complet. Et c'est long, 1 minute. Et au bout d'1 minute, j'entends Lucien qui dit « Bon, faut que je te présente Léo Ferré. Tu fais une semaine, tu vas faire 1 mois en novembre. C'est bon. » Et voilà que 1 mois plus tard, je débarque à Paris avec mes 50 affiches et que je fais mon spectacle et il n'y a jamais personne. Parce que avant moi, il y a Jean Bois et les Jeannes qui prennent chacun une demi-heure de retard. Moi, je suis programmé à 23h, donc je passe jamais avant minuit. Mais Léo Ferré est à ce moment-là dans le spectacle aussi. Je veux dire, il fait partie du... Ah, je dis du Ferré, oui. Mais vous lisez du Ferré. Oui. Non, je dis du Ferré, je ne le lis pas. Vous l'avez rencontré, Léo Ferré? Je l'ai rencontré par la suite, oui. Et je lui ai même fait signer une affiche. Et c'est là que Ferré m'a dit, tiens, c'est la première fois que je signe une affiche qui n'est pas de moi. Et c'était une affiche à moi. Ah oui. Et je l'ai toujours, cette affiche où c'est marqué « Pour toi, Alain, je t'aime, Léo ». Mais toujours est-il que je fais ce spectacle, donc les premiers soirs, il n'y a personne parce que les gens n'attendent pas 1 heure, quoi. Mm-hmm. Et puis, il y a un soir où j'ai un spectateur qui arrive avec un chapeau mou, comme ça, et puis avec des lunettes de soleil, qui se met au premier rang, tout au fond de la salle. C'est une salle de 120 places, quand même. Il y a le régisseur, moi je suis sur scène, je commence. Le premier texte, c'est un texte d'Henri Tachant, les habitudes, pas celles qu'on nous impose, celles qu'on a, etc. etc. Je finis ce texte, et là, le type se lève et il sort. Et puis là, le régisseur me dit, on fait quoi, on continue. Donc, on ne l'a pas fait. Puis la seule fois où j'ai eu du monde, c'est grâce à Bernard Lavilliers, qui avait logé chez moi à l'époque, la première fois qu'il était venu en Suisse, au Cabaret Théâtre des Faunets à la rue de Bourg. Et puis, on s'était tombé dans les bras, on ne sait pas pourquoi. Puis après, il avait logé chez moi à la ruelle de Lapin Vert. On avait fait une fête pas possible jusqu'à 4h du matin. Enfin bref. Et puis là, je le revois il est en train de discuter au bar de la pizzeria du Marais avec Richard Marsan, qui était l'impresario de Ferré, justement. Et puis il me voit, puis il me dit « Ah oui, j'ai vu que tu passais là. Écoute, viens me voir ce soir au Théâtre de la Ville. Et puis moi, après mon spectacle, je viens te voir. » Je dis « Ok. » Et donc je vais au Théâtre de la Ville, Lavilliers, 2000 personnes évidemment, c'est plein. Le spectacle se termine, la foule se met dans le hall et il y a tous ces disques 33 tours qui sont sur des tables, etc. Lavilliers arrive avec ses gardes du corps, au moment où il passe, je lui tape sur l'épaule.
Il se retourne, me dit « Ouais, attends une seconde !» Et il monte sur une table, il me dit « Alain, je viens de voir au Blanc-Manteau à minuit. » Et là, plein. Ah oui. Puis voilà. Puis après, après ça, j'ai fait toute ma série comme ça au Blanc-Manteau. Et puis à un moment donné, quand j'ai eu fini, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je reste à Paris? Vraiment la ville lumière, quoi. Ça a été combien de temps, en fait, cette série? Ça a duré un mois. Un mois. Donc c'était du 1er au 30 novembre, un truc dans le genre, quoi. Puis après, j'hésite, savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je rentre en Suisse? Est-ce que je rentre à Lausanne? Est-ce que je reste à Paris? Puis je décide que non, je veux lancer un café-théâtre. Je veux, moi, pouvoir faire venir des artistes, créer des liens, et puis que les gens soient heureux, quoi. Et que amener du bonheur au public, aux bénévoles, aux artistes, etc. Et c'est là que je pars sur l'idée du café-théâtre et puis d'essayer de créer des lieux que je dirige. Et ça, c'est en quelle année à peu près que cette idée se concrétise? Alors là, on doit être dans les années 1987, quelque chose comme ça. Ah oui, alors on a sauté à pieds joints sur pas mal de choses. Alors, on va revenir un petit peu en arrière parce que vous avez fait beaucoup d'autres choses auparavant. Oui, je m'emballe un peu. Hein. Voilà. Non, mais on va revenir parce que je tiens quand même à ce qu'on puisse, avec vous, en tout cas, évoquer beaucoup de choses d'ailleurs que vous avez faites entre-temps. Et alors, il y a déjà une chose importante, c'est que vous avez cité 2-3 fois Julos Bocarn, qui a joué un rôle très important dans votre vie, qui en joue encore aujourd'hui, puisque vous faites un spectacle cette année 2025 dans lequel Julos Bocarn sera présent par ses chansons et les paroles qu'il a écrites. Julos, qui est aussi le prénom, disons-le, de votre fils. Donc vraiment quelqu'un qui incarne beaucoup de choses dans votre vie et dans votre créativité. Quand est-ce que vous avez rencontré ou entendu parler de Julos Bocarn la première fois? Alors la première fois, justement, c'est mon parrain Pierre Dumaine qui me le présente, parce que Julos Bocarn passe au Théâtre 140, mon parrain est en train de répéter, etc. Puis on croise Julos Bocarn, puis là mon parrain qui connaissait Julos me le présente, on fait connaissance plus ou moins... Enfin, bref, il y a tout de suite quelque chose qui existe. Et puis par la suite, je vais aller au moins 20-25 fois à Touraine-la-Grosse, là où habite Julos, dans sa maison. Je me souviens que même je passe une fois une nuit chez lui parce que c'était un passionné. Autant il a créé le Front de libération des arbres fruitiers dans les années 70. C'était un écologiste avant l'heure, quoi. Mais autant il était passionné par tout ce qui roulait, les vélos, les machins, les trucs, les nouveaux appareils et tout dans les années 70, etc. Par les radios à ondes courtes, donc il achète une radio à ondes courtes, j'achète la même parce que je me dis, waouh, ça doit être passionnant. Il achète un ordinateur, un Mac, j'achète le même parce qu'il me dit que c'est génial, etc. Puis un jour, il me téléphone, moi je suis à Bruxelles, et puis il m'appelle en me disant « Alain, écoute, j'ai un problème avec mon ordi, est-ce que tu peux venir ?» Hop, je file à Tourine, et là, je répare son ordi, je passe la nuit chez lui, et là, il me parle justement, c'est le soir, enfin la nuit où on a fini à 2, 3, 4 heures du matin, je ne sais plus, mais où il me raconte ce qu'il a vécu quand sa femme a été assassinée. Par un homme devenu fou. Je me souviens bien, donc c'est une histoire d'autostop. Ils prennent un autostoppeur, c'est ça? Oui. Et l'autostoppeur, il le loge, et pendant le moment où il est logé chez eux, il assassine votre femme. C'est ça, sa femme. Sa femme, oui. C'est-à-dire que, d'après ce que je sais, moi, c'est que Julos, il l'amène chez eux. Julos va faire des courses, et quand il revient, il retrouve sa femme avec 9 coups de poignard, quoi. Donc assassinée. Et on connaît le mobile ou... J'ai pas d'autres détails. Ça... Alors, il a écrit un texte très... Ami bien-aimé, ma loulou est parti très peu de temps après, quelques heures ou quelques jours après, je crois. Oui. Texte que, d'ailleurs, vous dites... Vous le dites dans le spectacle que vous donnez cette année, par exemple, où il fait partie du spectacle, ce texte. Et il l'a écrit dans les heures qui ont suivi l'assassinat de sa femme. C'est ça, oui.
Et c'est un texte qui est juste, mais magnifique, quoi, qui est d'une beauté. Il termine en disant en attendant à vous autres, mes amis de l'ici-bas, face à ce qui m'arrive, je prends la liberté, moi qui ne suis qu'un histrion, qu'un batteur de planche, qu'un comédien qui fait du rêve avec du vent. Je prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd'hui. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. Et ça, c'est quelques heures après la mort de sa femme, quoi. Et c'était quelqu'un de très tactile. Il était... et ses fils sont comme ça, d'ailleurs, aussi. Boris est venu voir le spectacle à l'Esprit Frappeur en 2023, notre hommage à Julos Bocarn avec... je suis avec Pascal Rinaldi, sur une idée de Pascal, d'ailleurs, et Vincent Zanetti. Et Boris était là à la première, et il est aussi très Nietzsche, Alain, mon Nietzsche, très très tactile comme ça. Donc on retrouve ça, et oui, c'était quelqu'un qui était. Moi, je me souviens d'éclats de rire avec lui aussi quand on fait la Coupe du Monde en Belgique d'improvisation en 1990. Et Julos Bocarn est l'invité d'honneur, c'est lui qui va remettre les étoiles à la fin. Et après, je me souviens qu'on est dans un restaurant pour l'après-spectacle et tout. Et Julos et moi, on est dans un coin comme ça de la salle, puis on pleure de rire, en se serrant comme ça. Pour moi, c'était quelqu'un d'extraordinaire, quoi. Et ça reste quelqu'un d'extraordinaire. Il est toujours là. Et alors, effectivement, vous lisez ou dites les textes d'auteurs, mais vous-même, vous êtes auteur, vous avez fait des romans. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu, déjà assez tôt, vous avez commencé à rédiger des romans. Et alors, j'aimerais que vous racontiez un peu l'histoire d'un roman et comment vous avez fait pour le faire connaître. Parce que ça, je trouve que c'est intéressant de le dire au public. Comment ça s'est passé? C'est Daniel Verly qui était à l'époque, qui avait créé les éditions du Sauvage et puis qui m'avait déjà aidé 2-3 fois parce que c'est une époque entre 17 ans et jusqu'au moment où j'ai rencontré mon épouse, Nicole, où j'avais pas de fric. Donc, je veux dire, je vivais comme je pouvais, avec les moyens du bord. Je mangeais 2-3 fois par semaine quand c'était possible. La plupart du temps, voilà, je vivais, je pouvais passer 2-3 jours à rien manger, quoi. Et là, Daniel Verly m'a aidé un petit peu où je vendais j'écrivais des poèmes. Puis on avait fait un petit fascicule de 10 pages, comme ça que je vendais dans la rue, 5 francs, en clown sur la place de la Palue. Et donc pendant des semaines, j'ai fait ça, et puis j'ai vendu ces bouquins, et puis ça me permettait de m'en sortir, quoi. Mais vous avez aussi, à un moment donné, alors, dans la rue, vendu votre propre livre. Alors après, Charity Please, c'est ça. Donc c'est à la suite de ça que Daniel Verly me propose de faire ce premier roman que j'écris en 3 mois. Charity Please. Hein? Charity Please. Alors, de quoi est-ce que ça parle? Alors, Charity Please, déjà, la base de Charity Please, ça vient ça vient d'un disque d'un Italien qui chante en français, Herbert Pagani. Et puis, Herbert Pagani qui a un disque que j'adore, que j'ai toujours d'ailleurs, un 33 tours sur l'Italie, où il y a un moment donné, il y a un mendiant qui fait « Charity, Charity, please !» Et ça m'avait marqué. Et du coup, j'ai intitulé ce spectacle « Charity, please !» ce bouquin d'abord. Et puis, je l'écris sur des tables de bistrot. Je suis beaucoup au Café Suisse et... j'ai mon cahier, j'ai mon stylo et j'écris, ça sort. C'est l'histoire d'un mendiant, Charity Please? Pas du tout. C'est l'histoire de quoi? Je peux pas vous dire. Je l'ai pas relu depuis que je l'ai. Il faut que je le relise parce que je sais que ça parle de Sophie. C'est une histoire. J'en ai reparlé dernièrement avec Nicole qui trouve que c'est un très très chouette roman. Mais je ne l'ai pas relu. Donc, je sais que je l'ai eu en main, que
J'en ai vendu 500 exemplaires dans la rue, que le reste était vendu chez Payot, qu'il y a des articles qui sont sortis dans 24 heures le matin, etc. Euh, et puis que, il y a un truc intéressant par rapport à Charity Please, c'est que je l'ai offert une fois. À l'époque, j'habitais chez Jacques Laguerre à Savièse, en Valais, puis je faisais les trajets en train. Et voilà que je suis dans le train avec quelques bouquins comme ça, puis il y a deux jeunes filles en face de moi, et puis je leur offre mon bouquin. Et j'ai revu cette fille peut-être 20 ans après, parce que c'était le marathon, je crois qu'on faisait en Valais, et cette fille était dans les spectateurs, puis après elle vient vers moi, puis elle me dit Monsieur Nitcheff, est-ce que vous auriez encore un exemplaire de Charity Please, parce que le mien est parti en poussière. Le livre a été détruit à force qu'elle le lise. Il est parti, il n'en reste plus rien, quoi. Par contre, elle connaissait tout le texte par cœur, tout le roman par cœur. Elle a commencé à me réciter tout. Je me suis dit, bon, ben, voilà, quoi. Ça, c'était Charity Please. C'est un jet, comme ça. Bon, je vous dis, c'est 3 mois d'écriture. Waouh, ça sort. On en reparlera un jour où je l'aurai relu. Et pendant ce temps, pendant que vous écrivez, pendant que vous êtes sur ces terrasses ou dans ces restaurants, l'alcool vous accompagne. Oui. Hein, il y a l'alcool qui était un des fléaux qui était celui de vos parents, mais que vous allez reprendre, vous allez hériter au fond de ce problème. À partir de quand est-ce que l'alcool devient un problème chez vous? Ça l'a jamais vraiment été. Et ça l'a toujours été, je dirais les deux, dans la mesure où j'assimilais très bien l'alcool. Donc j'étais rarement ivre-mort. Par contre, ça me faisait vraiment des hauts et des bas comme ça. Ouais. Depuis quel âge, en fait? Vous avez commencé à boire à quel âge? Oh, j'ai commencé, je devais avoir 17 ans, comme ça. Non, la première fois, j'avais 14 ans et c'était à Etterbeek, où j'avais été à une fête d'après-mariage de la sœur d'un copain et où je m'étais pris un verre de champagne, un verre de whisky, un verre de champagne, un verre de whisky, un verre de champagne, un verre de whisky. Et j'étais rentré à la maison, je ne sais pas comment, mais à 4 pattes en tout cas. Et puis après, là, ça a commencé. Puis après, dans l'ensemble, j'ai bien géré. Mais je trouvais que c'était trop compliqué. Et puis que, ouais, j'aimais pas ces hauts et ces bas. Et puis les lendemains de cuite et tout, je trouvais ça insupportable. Voilà. Ça, c'est l'histoire de l'alcool. Mais à l'époque, ouais, je contrôlais plus ou moins. Mais je buvais plus que je ne mangeais. Et ça, ce qu'il faut dire, c'est que vous n'avez plus touché une goutte d'alcool quand vous avez vraiment décidé d'arrêter, je crois, depuis 2003, c'est ça? Oui, c'est ça, le 11 février 2003. Voilà, date précise, le 11 février. Là, vous dites, c'est fini. Exactement. Ouais, je me fais hospitaliser pendant une semaine à Vevey pour créer vraiment une rupture. Pendant une semaine, je fais rire toute la chambre d'hôpital parce qu'on est 4 dans la chambre. Puis moi, dès que je suis à l'hôpital, je fais rire tout le monde. Donc, ils font des analyses, etc. Ben, le foie, ça va. Les reins, tout fonctionne. Ils me donnent des pilules roses, bleues, etc., etc. Au bout d'une semaine, je sors de l'hôpital et je ne touche plus jamais une goutte d'alcool. C'était au fond... c'est par rapport... C'était extrêmement difficile de se dire, voilà, je touche plus. Pour moi, ça a été hyper facile. Il n'y a même pas eu de tentation? Pas de tentation après? En fait, je m'étais arrêté déjà en décembre 2002. On avait des soirées de soutien à l'Esprit Frappeur. Et puis là, je m'étais dit, pendant les soirées de soutien, je ne bois pas. Et donc, pendant 15 jours, 3 semaines, là, en décembre... je crois que c'était des soirées de soutien en votre faveur. Non, c'est pas le cas. Non, en faveur oui, bien sûr. du lieu. Et j'avais plus touché une goutte d'alcool pendant 3 semaines sans aucun problème. Après, arrivent les fêtes et tout, je recommence à boire un petit peu, etc. Puis le 11 février, j'en ai marre. Mon metteur en scène, Marek Mogilevich, arrive. Il me dit, bon, on répète. Et puis je lui dis, non, j'arrête l'alcool. Il me dit, tu as raison, ok. On téléphone, on appelle
j'appelle mon médecin traitant appuyé à l'époque, François Pellet, qui me dit « mais ça se fait pas comme ça, faut passer par la fondation Les Olives Frais, quelque chose dans le genre. Bref, vous pouvez pas arrêter comme ça. » Et pour finir, je trouve un médecin à Montreux. Je parle suicide et là, quelques heures plus tard, je suis admis à Vevey. À Vevey, où ça, donc? Je ne sais plus comment ça s'appelle, à l'hôpital de Vevey. Ah, d'accord, oui. Et puis là, j'y reste une semaine, puis je ressors, puis c'est terminé. Ah oui. Donc ils ont vraiment réussi à vous sevrer en une semaine, si je puis dire. Ouais. C'est fou. Et aucun manque, aucun manque. Dès la sortie, c'est fini. Ouais. J'ai plus jamais eu. Alors que je suis entouré d'alcool, hein. Je veux dire, je suis toujours à l'esprit frappeur. Là, on est en 2025. Je suis entouré d'alcool, mais jamais ça me viendrait à l'idée de toucher à une goutte d'alcool. C'est fou. Et je déteste ça. Franchement, ça m'est arrivé une seule fois d'y toucher sans faire exprès en Irlande, et puis c'était mais une fois à la radio aussi, où j'ai pris une bière, et puis je pensais que c'était une sans alcool. J'ai fait quelle horreur. Je suis allé la changer. Je trouve ça. Ouais. Mais j'ai fait ça pour ma famille, pour le lieu, pour l'esprit frappeur. Je trouvais que c'était bien de ne pas toucher à l'alcool, quoi. Et j'en suis ravi parce que ça m'a changé la vie. Et sans doute que ça épargne votre foi. Et je suis toujours là. Voilà. C'est évidemment assez étonnant et assez enthousiasmant de voir comment vous avez réussi à cesser tout ça. Mais je reviens alors à une chose que vous avez mentionnée tout à l'heure. Vous disiez, durant ma semaine à l'hôpital, je vais rire tout le monde. Alors là, cet art de faire rire, évidemment, il n'est pas d'hier ni d'avant-hier. Vous êtes aussi clown et vous avez fait des spectacles de clown déjà depuis très longtemps. Quand est-ce que le rôle de clown est arrivé? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous rêviez de faire ou pas du tout? Comment ça s'est passé au début? Oui, j'aimais beaucoup. J'ai commencé avec Gilles Pidou. Je me souviens qu'on était une fois à la rue Centrale, puis qu'on bloquait la rue avec des chaises. Vers quelles années à peu près? Ça devait être dans les années 80, je pense, quelque chose comme ça. Et puis, c'est la première fois que je me déguise en clown, mais j'en fais des tonnes. Et c'est petit à petit, en fait, c'est en vendant de Charity Please dans la rue et dans les bistrots par la suite, quelques années plus tard, que là, je me déguise en clown. Tous les matins, j'habite chez Pierre Chastelain qui me sous-loue son appartement à la rue de la Tour. J'en rêve encore de temps en temps de cet appartement, que j'ai encore la clé et tout, puis que j'y retourne, tellement c'était un lieu que j'ai adoré, quoi. Alors, pour bien comprendre, vous étiez maquillé en clown, mais est-ce que vous faisiez des spectacles de clown? Ah oui, alors après, pas. Oui, mais avant, au début, la première fois que vous êtes maquillé, c'était lié à un spectacle ou simplement un physique de clown? Il y a eu des petites choses, c'était juste un physique, et puis que j'utilisais pour, justement, à la place de la Palue. J'ai même, une fois, je me fais arrêter par la police, d'ailleurs, qui me conduisent au poste de police de la Palue, parce que qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est que ce mec? Enfin bref. Mais au début, c'était plus ça. Et puis par la suite, ça veut dire quoi? C'est que j'étais là, c'était un maquillage qui me permettait de me différencier et puis de vendre mes textes et puis mes poèmes. Qui n'étaient pas drôles d'ailleurs, c'était pas des textes d'humour. Non. Pas du tout, c'était de la poésie. La présentation du vendeur Nietzschev. Voilà. Puis je me souviens que je criais « Texte à vendre !» Puis à un moment donné, sans faire exprès, j'ai crié « Sexe à vendre !» Et là, c'était des gens qui sont retournés dans la rue. C'était très drôle. Mais ça, c'est vraiment des souvenirs. Oui, et puis ensuite, je crée un spectacle qui s'appelle Clown à la carte. Et où là, je vais, comme j'ai commencé l'improvisation, etc., c'est un spectacle où, en fait, le clown arrive, puis il a perdu sa valise, puis dans sa valise, il y avait toutes ses idées. Il y avait des petites fioles, et puis chaque fiole contenait une idée, etc. Et donc là, je demande aux enfants s'ils sont d'accord de m'aider à trouver des idées. Puis c'est là que ça fuse, des idées, puis qu'en improvisation, en prenant l'enfant ou pas avec moi sur scène, s'il a envie, il vient, mais que j'improvise pendant des spectacles qui font 1 heure à peu près.
une heure d'improvisation, 45 minutes, une heure. Et puis je me souviens qu'à cette époque-là, d'ailleurs, Henri Dess avait beaucoup trop de contrats. Puis quand il avait des contrats en trop, il envoyait les demandeurs vers moi, quoi. Et puis c'est là que j'ai joué une fois à Genève devant 800 gamins grâce à Henri Dess. Alors, ce spectacle de clown, ou ces spectacles, ces improvisations, elles vont donner naissance alors à une écriture aussi. Il y a notamment un spectacle qui était très complet, dans le sens décor, où vous entriez dans une matrice et qui s'appelle Maman. Mm-hmm. Alors évidemment, quand on vous entend parler de ce qu'a été votre mère et de l'éducation extraordinairement dure que vous avez subie, tout à coup cet éloge de la mère porteuse. Est-ce que quand vous l'avez écrit, et il est à la fois touchant, drôle, et aussi il suscite des larmes, hein, ce spectacle, est-ce que quand vous l'avez écrit, vous pensiez à votre mère, ou est-ce que c'était la mère universelle? Quelle était la maman pour laquelle vous écriviez? Non, c'était la mère universelle. Oui, il y avait, je pense pas, ou alors j'en étais pas conscient, mais en tout cas non, c'était pas par rapport à ma propre mère. C'était vraiment l'idée de ce bébé clown dans le ventre de sa mère et puis qui dialogue avec ses parents. Enfin, qui entend ses parents et puis qui réagit par rapport à ce que disent ses parents à l'extérieur et qui n'est pas d'accord de s'appeler Auguste, Arthur. Je ne veux pas m'appeler Arthur, etc. Le roi de la crêpe confiture, etc. Donc c'est ça. Il entend le monde extérieur qu'il va rejoindre, puisque dans ce spectacle, vous faites sortir l'enfant, on assiste à sa naissance, et cet émerveillement de l'enfant qui naît, enfin il y a ce petit clown qui naît, et soudain qui tire les larmes. Hein. Et soudain les puissances intérieures se déchaînent, ouragan, etc. C'est comme ça que commence ce texte. Et puis il y avait Sophie Jaunin qui était venue voir le spectacle au Vide-Poche et qui m'avait dit, après le spectacle, Alain, ça serait génial quand même qu'à la fin, t'aies des gens en coulisses qui puissent faire descendre, parce que le décor, c'était vraiment un décor que j'avais... il y avait des images qui avaient paru dans Paris Match, de l'intérieur du ventre de la femme, enfin de l'utérus vraiment, quoi, à l'intérieur, un côté brun, rouge comme ça. C'était magnifique, j'ai toujours d'ailleurs ces décors. Et la scène, et même à Avignon, même la salle était enveloppée par ce décor. Et là, Sophie Jaunin me dit, mais ça serait génial qu'à la fin, tu vois, ce décor petit à petit se replie comme ça. Donc on pourrait avoir des gens qui lâchent le décor comme ça petit à petit pendant ce dernier texte. Puis je dis, ouais, mais c'est pas possible, quoi. Tu vois, c'est une très bonne idée, mais... et du coup, j'ai acheté des cannes à pêche, du fil nylon et un moteur de tournebroche assez puissant comme ça. Et puis, à la fin du spectacle à Avignon, par exemple, quand je l'ai fait en 1990 ou 1990, il y avait tout le décor comme ça sur ce dernier texte qui descendait petit à petit, tac, 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 jusqu'à la fin du texte. Puis à la fin, j'étais enveloppé et c'était la naissance de l'enfant. Ça, c'était Maman. J'en ai fait une deuxième version par la suite qui s'appelait Arthur et Joséphine, que j'ai aussi présentée à Avignon l'année suivante, où là, c'était deux bébés clowns, des faux jumeaux, mais avec là un jeu entre les deux, c'était une demoiselle puis un monsieur. Arthur et Joséphine, c'était aussi le nom, je crois, d'un petit cochon et de sa sœur. Ah, c'est possible. Une histoire pour enfants. Ouais. Qui devait s'appeler Arthur et Joséphine. Ouais. Est-ce que ça n'a pas de lien avec ça? Pas de lien avec ça. D'accord. Par contre, j'ai eu pour Maman, j'ai eu le premier prix au Festival d'Avignon de la meilleure affiche, parce qu'elle a été faite par Cosset. Ah, oui. Ma première affiche et la deuxième aussi a été faite par Cosset. Arthur et Joséphine. Et ça, c'était magnifique, quoi. Un spectacle. Et Maman, l'affiche a été faite par Burki, par Raymond Burki, l'affiche de Maman. Effectivement, des artistes ouais. viennent greffer leur talent autour de ces moments émouvants que vous avez créés. Et alors, vous notiez au fond que les débuts de
cette incarnation du clown, eh bien, elle se faisait souvent sous la forme d'improvisation, hein, comme on disait avec des enfants. Alors l'improvisation, parlons-en parce que c'est quand même un élément très important de votre carrière. À quel moment est-ce que je dirais, vous démarrez avec l'improvisation? À quel moment est-ce que vous entendez parler de ce qui existe toujours, c'est-à-dire les clubs d'impro, Les matchs d'impro, ouais. les matchs d'impro créés au Québec, je crois, à l'origine. Voilà. Quand est-ce que vous entendez parler de ça? Quand est-ce que le monde de l'improvisation démarre chez vous? Alors, c'est quand je commence à travailler avec Gérard Bétan. À l'époque, je me souviens plus comment ça s'est passé, mais en tout cas, pendant 5 ans, je me retrouve sous le chapiteau du théâtre tel quel, à la place Bellerive. Et Quelles années à peu près, là? on est dans les années 85, quelque chose comme ça, jusqu'en 1990. Et là, je suis responsable du chapiteau, je suis avec Joël Cruchot d'ailleurs. Et puis là, on fait des animations. On a 2 classes qui défilent chaque jour pendant 3 mois, quelque chose comme ça. Puis c'est là qu'on va... c'est là que le matin, on fait des petits exercices de théâtre et l'après-midi, match d'impro. Et que c'est là que je découvre les matchs d'impro. Et puis après, il y a des matchs d'impro qui se déroulent vraiment sous le chapiteau, etc. On reçoit des artistes comme... justement, qui vont devenir des amis, comme justement Abel et Gordon, comme Howard Button, Buffo, clown, merveilleux clown, et puis qui est décédé il y a quelques jours. Et puis Abby Patrick, enfin, etc., etc. Il y a toute cette connexion qui se fait. Et en 1986 ou 80, je ne sais plus quelle est la première année de la Coupe du Monde en Suisse, où là, je suis assistant arbitre. Et en 1990, je suis joueur en Alors Belgique. parlons peut-être, si vous êtes d'accord, parlons de l'origine de ces matchs d'impro. Alors, c'est Robert Gravel et Yvon Leduc qui sont 2 Québécois qui un jour, qui ont constaté que les stades étaient pleins pour le hockey sur glace, etc., au Québec, et que par contre les salles de spectacle avaient de la peine à vivre. Et puis du coup, un jour, ils étaient dans un café qui s'appelle La Charade à Montréal, et puis c'est là qu'ils ont commencé à griffonner à discuter entre eux, puis à griffonner sur les nappes en papier du restaurant, en disant tiens, on pourrait faire ça. D'abord, ils ont pensé à faire une espèce d'échiquier géant comme ça, enfin de circuit plutôt, où les gens seraient placés en lançant des dés géants, etc. Puis ils en sont arrivés pour finir au concept match d'improvisation qui est basé sur le hockey sur glace. C'est-à-dire qu'il y a une fausse patinoire de 4 mètres sur 4 mètres à peu près. Il y a une équipe d'un côté, une équipe 3 hommes, 3 femmes d'un côté, une équipe rouge, une équipe bleue, 3 hommes, 3 femmes, un arbitre, 2 assistants arbitres, un maître de cérémonie, un musicien. Et l'arbitre va donner un thème d'improvisation. Chaque équipe de chaque côté a 20 secondes pour discuter. Au bout de 20 secondes, coup de sifflet. Et là, il doit y avoir un joueur de chaque équipe dans la patinoire. Et ils doivent jouer ensemble. Ils ne doivent pas jouer l'un contre l'autre. Parce que s'ils jouent l'un contre l'autre, ils se ramassent des fautes. Et toutes les 3 fautes, ça donne un point à l'équipe d'en face. Ça, c'est un concept génial, quoi. Et je dois dire que gagner n'est pas un élément important. Absolument pas. Au fond, ça fait presque partie du spectacle. Voilà. Et les spectateurs, d'ailleurs, votent à Oui, chaque oui. match. Les spectateurs votent et les seuls gagnants d'un match d'impro, ça doit être les spectateurs. Mm-hmm. Ça doit être le spectacle lui-même parce que tout le monde fait partie de la même équipe, en fait, pour présenter un spectacle. Et alors, vous avez non seulement développé cet art pour vous-même, mais vous avez commencé à l'enseigner. Et puis, à Lutry, eh bien, c'est là que vous avez ancré, et depuis de nombreuses années, cette possibilité. Oui. Les élèves peuvent suivre des cours d'impro. Et je dirais, mes 3 enfants l'ont fait d'ailleurs. Vous ont eu comme moniteur d'impro. Et donc, ça, vous continuez encore. Et oui. Là, est-ce que, pour les écoles, est-ce que c'était facile de faire passer ce concept Ah, ça passait très bien.
Moi, j'ai fait... à l'époque, c'était Monsieur Duru qui était le directeur des écoles de Lutry, puis qui adorait l'impro. Et donc là, pendant une année ou 2 ans, je ne sais plus, mais j'avais 245 périodes, quoi. Donc je passais depuis les premières années jusqu'au 9e. Je passais dans toutes les classes. Et je croise encore aujourd'hui des adultes, maintenant, qui me disent « Ah, monsieur Nitcheff, je vous ai eu comme prof, vous étiez passé dans ma classe, etc. etc. » Ah, je crois qu'ils n'ont absolument pas du tout oublié. Tous Non. ceux qui ont passé, j'allais dire, Ouais. dans vos classes s'en souviennent alors extrêmement bien. C'était marquant pour eux. Et pour beaucoup d'êtres très timides, qui n'auraient jamais pu imaginer être en public, vous leur avez donné au fond des coups de pouce extraordinaires. Oui, oui, oui. Je me souviens d'une fois d'ailleurs, à l'époque justement d'un de vos fils, ou votre fils. J'en ai deux. Il y avait Amadou et Julien. Alors c'était l'un des deux, c'était la même équipe, c'était les juniors qui discutaient au Casar où avaient lieu les matchs, ils étaient au petit bistrot à côté. Et puis vous les entendez parler en disant « Ah, tu sais, moi, alors les euros, je les ai passés, mais sans problème grâce à l'impro. » Ah oui. Donc, tu vois, vous voyez, ça amène vraiment beaucoup, quoi. Ça, c'est clair. Ah, c'est incontestablement. Et là, les gens que je croise dans la rue, d'ailleurs, maintenant adultes, ils me disent ça, quoi, qu'ils en gardent un bon souvenir. D'autres moins, parce qu'il y en a pour qui ça a fait. Mais ce qui est bien, c'est que je n'ai jamais forcé personne à aller dans la patinoire. Vous disiez un peu plus tôt qu'en 2003, qui était en fait en plein dans la période où vous étiez justement dans ces matchs d'impro, c'est là que vous avez complètement arrêté de boire. Est-ce que ça marquait une différence, par exemple, dans vos rapports avec les élèves, tout à coup d'être sevré? Ah, mais complètement, oui, oui. Mais ça a changé. Qu'est-ce qui a changé? Moi, là où ça a beaucoup changé, c'est que je me suis retrouvé beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Beaucoup plus créatif, c'est-à-dire que j'ai écrit, j'avais une facilité d'écriture qui est revenue, qui était beaucoup plus forte qu'avant, beaucoup plus claire. Là, en 2010, par exemple, j'ai écrit 14 chansons pour les 10 ans de l'Esprit Frappeur. Je les ai faites en 3 jours, quoi. Parce que c'est donc une clarté d'esprit, et puis ça a changé énormément. C'est dans la qualité de l'interprétation, la qualité du jeu. Et puis, ça m'a permis de rejoindre aussi beaucoup Leonard Cohen, qui a un texte qui, pour moi, est une référence qui s'appelle « Comment dire la poésie ». C'est de Leonard Cohen. Si vous trouvez ce texte, c'est vraiment fabuleux. Ça commence par ce n'est pas parce que tu dis le mot papillon que tu es le papillon. Il y a le mot et il y a le papillon. Si tu confonds ces deux choses, les gens ont le droit de rire de toi. Et moi, c'est vraiment le chemin que j'ai essayé de faire depuis lors. C'est d'essayer d'être le plus possible dans la sobriété, de dire les choses comme une liste de blanchisserie. C'est ce que dit Leonard Cohen. Dit les choses comme une voilà. Parle de la montagne, mais pense que les gens qui sont devant toi font partie de la Société nationale géographique, et que tu n'as pas besoin de leur expliquer comment on fait. Parle-leur de la hauteur de la montagne, etc., etc., etc. Mais c'est un texte fabuleux, quoi. Alors justement, des textes, vous en faites de nombreux, et aussi sous des formes très différentes. Vous avez fait par exemple des contes pour Noël, des contes de Noël qui ont été publiés. Alors la liste est tellement longue qu'aujourd'hui elle s'incarne notamment dans des textes que vous dites sur scène aussi. Parce qu'alors il y a un autre élément qui va rejoindre au fond cette autre partie de votre vie. C'est que vous avez dirigé, et vous dirigez aujourd'hui encore, un cabaret, et vous êtes aussi un découvreur d'artistes. Mais dans le cabaret, vous êtes à la fois celui qui donnait des spectacles et en même temps qui découvrait des artistes. Parlons peut-être de l'origine de cet intérêt pour les cabarets. Comment est-ce que ça a commencé chez vous?
Ben, c'est ce que je disais, ça s'est passé à Paris vraiment la première fois. C'est quand j'ai eu fini ma série là, et puis que je me suis dit, est-ce que je reste à Paris ou est-ce que je rentre en Suisse? Et puis c'est là que j'ai eu cette idée de dire, mais enfin que j'ai eu cette envie de dire, mais je veux recevoir du monde, je veux accueillir les gens. Et puis c'est de là que c'est parti vraiment cette idée. En quelle année à peu près? On est en 1980 quelque chose, je ne sais plus exactement, mais c'est quand je fais les blancs manteaux à Paris et que je finis les blancs manteaux en décembre et que là je me retrouve dans la rue, puis que je me revois d'ailleurs et je revois cette rue, et je me revois m'arrêter et me dire qu'est-ce que je fais? Je reste à Paris, je rentre en Suisse. Je rentre en Suisse parce que je veux lancer un café-théâtre. Puis le premier que je lance, c'est le Lapin Vert, à l'époque, tenu par Belles Lettres. Et pendant une année, je reçois justement Chastelin, Ogis, Julius Bocarde pendant 2 semaines. Mais quand vous dites je lance le Lapin Vert, il existait déjà. Oui, C'était une institution qui existait, le Lapin Vert. mais le théâtre n'existait Mais plus. voilà, il avait existé et vous l'avez fait renaître en fait. Alors je l'ai fait renaître pendant une année jusqu'à ce qu'on vienne me piquer la caisse parce que ça marchait trop bien. C'est-à-dire, Que du coup, Belles Lettres a décidé que, ah ben non, ça marche bien, donc nous, on reprend. On s'est retrouvé en procès, en tribunal. ah ouais. Et puis c'est là que les responsables ont dû faire publier dans toute la presse un communiqué comme quoi ils me mettaient dehors sans aucune raison. Ah oui. Oui, c'était assez drôle. Mais Pas sur le moment, j'imagine, pour vous, pas sur le tellement. moment, non, parce que j'étais parti à Paris enfin, dans le choc, j'étais reparti sur Paris pour passer quelques jours là-bas. Puis c'est là qu'il y a un avocat qui m'a appelé en me disant, écoutez, j'ai entendu parler de ça, voilà, moi je vous aide, je vous demande rien. Et puis c'est lui qui, à ce moment-là, a demandé des mesures provisoires pour bloquer le Lapin Vert, finalement, enfin bref, et qu'on s'est retrouvé au tribunal, etc., etc. Mais ça reste un grand souvenir. Et ça, c'était... Puis après, il y a eu le Lapin Vert, après il y a eu... après le Lapin Vert, je me suis retrouvé à la place de la Palue, à l'arrière-salle du Café Suisse. Avant ça, je me suis retrouvé chez les frères Gaudiot, là, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais en sous-sol. Enfin bref, j'ai ouvert comme ça 3-4 cafés-théâtres à Lausanne. Et puis ensuite, voilà, en 1997, je me retrouve à Lutry. Enfin, entre-temps, j'habite Lutry. Et puis voilà que je me retrouve à Lutry et puis que j'apprends par hasard que le sous-sol de la Mégro est disponible, que c'était le local des jeunes, mais qu'il y avait un tel volume sonore que ça s'entendait jusque de l'autre côté du bourg et que du coup ils se sont fait mettre dehors. Le lundi, j'appelle la commune, j'ai le secrétaire communal qui me dit « Ah, monsieur Nietzsche, ça tombe bien, on ne sait pas quoi en faire. » Et 3 jours après, j'ai la clé. Je refais tout. J'ai 49 ans. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, je pense. Et je refais tout l'intérieur. Il y a des chewing-gums partout. Le sol est noir de chewing-gum. Il y en a sur les murs, sur les côtés et tout. Donc, c'est le nettoyage incroyable. Je construis tous les lieux avec des vieux praticables que m'offre René Brouze, responsable technique du théâtre de Beaulieu à l'époque. Et donc je fais ce lieu. Au début, les gens se cassent la gueule parce que j'ai fait en gradin et puis c'est pas une bonne idée. Donc, bref, l'aménagement se fait petit à petit, mais c'est un boulot de dingue, quoi. Et puis ça fait 25 ans cette année. En 2025. Ouais, 25 ans. ça fera 25 ans, oui. Alors, quelle idée aviez-vous du cabaret? Quelle était votre ambition quand vous avez démarré? Ben moi, j'étais un pilier des Faunets à l'époque, où je buvais. Donc, c'est là que j'ai rencontré Lavilliers, justement, Morane aussi, qui était une grande amie, et qui, quand je suis descendu des escaliers, m'a vu arriver
C'était plein de monde qui s'est écrié « Les spaghettis au whisky !» Parce que à Bruxelles, quand elle avait 18 ans, et moi j'en avais 25, quelque chose comme ça, je lui avais fait des spaghettis au whisky. Il y avait plus de whisky que de spaghettis. Et il y avait Pierre-Henri aussi, qui était un humoriste incroyable. Yougoslave, Igoslave. C'était un type incroyable. Et là, on faisait la fête pendant des jours et des jours. Et puis là, c'est l'histoire des Faunets, parce que j'y ai rencontré des gens absolument fabuleux, quoi. Justement comme Lavilliers, Morane, mais bon, plein d'autres. Alors, citons-en un. Michel Buller, oui. où je fais, ce jour-là, je ne sais plus pourquoi, c'est moi qui lui fais ses éclairages. Et puis, à la fin du spectacle, il m'offre une bouteille de bleu. Et moi, j'habitais à l'époque à la ruelle du Lapin Vert, justement, tout en haut. Je rentre chez moi, et chagrin d'amour, et je me bois toute la bouteille de bleu sur la nuit. Le lendemain, j'ai le cerveau qui est 10 mètres plus haut. Bref, des moments incroyables, quoi. Et ça qui m'a donné un petit peu j'adorais les Faunets, quoi. J'y étais quasiment tous les soirs. C'était une ambiance extraordinaire. Puis c'est ça qui m'a donné envie vraiment d'ouvrir un café-théâtre. Mais vraiment, pour moi, le plus important, c'est vraiment pas l'aspect financier. Je trouve que c'est important d'avoir de l'argent, d'avoir des subventions, de l'aide, etc., etc. Mais tout à l'Esprit Frappeur est basé sur la relation, sur l'accueil, sur de bien recevoir le public, de bien recevoir les artistes, de bien recevoir les bénévoles, les techniciens. D'ailleurs, à l'Esprit Frappeur, il y a une ambiance fabuleuse, quoi. Il y a un compositeur, un artiste qui est vraiment proche de vous, de l'Esprit Frappeur, qui est au fond très lié à cette histoire de l'Esprit Frappeur, c'est Romain Didier. Oui. Alors Romain Didier, comment l'avez-vous rencontré? Comment est-ce que cette relation avec lui a démarré? Alors la première fois que je rencontre Romain Didier, justement je suis en clown et je fais mon clown à la carte à Seignelay-Légier. Et là encore, dans quelles années à peu près? Ça c'est l'après-midi, on est dans les années probablement 98, quelque chose comme ça. Et puis là je rencontre, je fais mon spectacle de clown à la carte, et puis en repartant, je croise, je le reconnais, et c'est Romain Didier. Donc moi je suis en clown, lui il est Romain Didier. Et puis on fait connaissance pour la première fois, on discute un petit peu, et puis c'est en 2000, je crois que je le recontacte en lui disant que là j'ai un café-théâtre, et en 2001 ou 2002, je ne sais plus exactement, il vient pour la première fois à l'Esprit Frappeur. Il ne sera pas le seul d'ailleurs, parce qu'il y a, du coup, il m'amène Enzo. Alors, Romain Didier a écrit notamment pour Alain Leprest, la musique et Alain Leprest des textes. Est-ce que c'est par Romain Didier que vous avez connu Alain Leprest? C'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la première fois que j'ai vu Leprest, c'était au Festival de la Cité. Et il jouait à la place Saint-Maur. Et je ne le connaissais pas du tout. Puis en fait, je ne sais plus qui m'a dit, mais il faut que tu vois Leprest. Et puis je suis allé, je me suis assis au premier rang. J'étais même pas sur une chaise, j'étais par terre. Et j'ai été totalement subjugué, quoi. Une présence scénique hallucinante, incroyable. Et là, du coup, je lui ai proposé de venir à l'Esprit. Et, il y est revenu, mais je ne sais pas, 10 fois en tout cas. Romain Didier, 18 fois. Grimoire Wright, 14 fois. Alors justement, Grimoire Wright, décédé il n'y a pas très longtemps, qui avait été très connu par une chanson que, au fond, tous les scouts, on peut dire, francophones connaissaient. Jolie bouteille, voilà. Sacrée bouteille. Voilà. Oui. Alors qu'ils buvaient Buvons pas. encore une dernière fois à l'amitié et à l'amour, la joie. Ouais. Je crois que ça a été chanté chez tous les teenagers. Et donc, du coup, on a pensé que Grimoire était un alcoolique alors qu'il buvait pas du tout.
Et lui, alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, il était oublié, on peut dire il était oublié un peu du public quand vous l'avez fait redécouvrir. Tout à coup, son nom réapparaît de manière extraordinaire à Esprit Frappeur. Je me rappelle toujours, on s'est dit, ah bah, tiens, il revient. Peut-être en Suisse, mais en tout cas, je sais que partout, et moi j'ai eu des échos d'autres programmateurs dans d'autres pays aussi, qui m'ont dit que chaque fois qu'ils faisaient venir Grim Wright, c'était plein. Mhm. Et à l'Esprit Frappeur, Mais c'était ça. ça réveillait des souvenirs, vous ne croyez pas? C'est-à-dire que la presse ne parlait plus de lui. Et Ouais, tout à c'est coup, possible. mais le nom n'était pas oublié. Mais lui, il s'en fichait, quoi. Mhm. Moi, j'ai eu dernièrement Francis Lalanne, là, qui est venu, puis qui connaissait bien Guy Wright. Et puis, Francis me disait, mais tu sais, il me racontait une anecdote, justement, avec Guy Wright, qui disait, mais par rapport à l'argent, où Francis, bah, il prenait le cachet, et puis le plus possible. Et puis Grimm lui disait, mais pourquoi c'est pas important l'argent, tu vois? Ce qui est important, c'est le contact, c'est la relation, c'est le public. Et ça a fait prendre conscience à Francis de ça, par exemple. Mais vous avez aussi créé justement cet esprit frappeur qui a attiré des artistes. Et j'aimerais aussi citer l'exemple justement d'Alain Leprest qui disait qu'il aimait mieux, quand bien même on lui offrait des salles à Lausanne beaucoup plus grandes qu'Esprit Frappeur, il a choisi d'aller chez vous. Je me souviens très bien, un élément concret, il a préféré aller chez vous à cause de l'esprit frappeur, justement, cet esprit qui lui plaisait beaucoup plus. C'est ça. Et il se faisait engueuler, parfois, je dois dire, par des gens de son entourage, je dirais, promotionnel, qui pensaient qu'il ne faisait pas le bon choix d'aller dans une petite salle alors qu'il pouvait se payer beaucoup mieux. Bien sûr. Mais ça, c'est pas le seul. Hein. Il y a, j'en ai plein d'artistes comme ça qui... ce qui est étonnant déjà, c'est que je ne m'attendais pas à tout ça, quoi. Je dois dire, quand j'ai lancé le lieu, oui, la première saison quand même, le premier à avoir dit oui, c'était Gilbert Lafaille, qui a suivi par Henri Tachant, qui était mon idole quand j'habitais à la rue du Lapin Vert. Alors j'avais tous les 33 tours d'Henri Tachant. Puis quand Tachant m'a dit oui, ça a fait waouh. Puisque Lafaille avait dit oui, Tachant a dit oui, etc. etc. C'est comme ça que j'ai bâti ma première saison. Qu'on a sorti, je crois, 20 000 flyers A4, recto verso, que un bénévole et moi, on a distribué au Festival de la Cité la première année. Et puis, on a inondé vraiment le Festival de la Cité. C'était Jacques Bert à l'époque qui en était le directeur, donc on a pu faire ça. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Au début, je ne savais pas très bien où j'en étais, je recevais des centaines de CD, etc. Mais le fait qu'on ait eu cette première saison où il y avait quand même des noms comme Michel Buller, etc., qui tout de suite ont dit oui, Pascal Rinaldi, etc., qui sont venus, ça a fait une super magnifique saison. Véronique Pestel. Et Anne Sylvestre? Non, pas encore. Anne Sylvestre, c'est plus tard. Ah, c'est plus tard. Ah, oui, c'est beaucoup plus tard. Mais toujours est-il que par la suite... J'ai jamais eu aucun problème à refaire une saison, quoi. C'est-à-dire que de chaque saison, j'ai un choix immense pour bâtir, pour construire la saison, en fait. Parce que les gens veulent venir à l'Esprit Frappeur, parce que déjà, on a un son qui est extraordinaire, on a une éclairagiste et un éclairage qui est au top, on a un piano, et puis il y a une ambiance, il y a un climat. Il y a une quarantaine de bénévoles qui se relayent, d'esprits gracieux, je les appelle, qui sont absolument superbes. J'ai un bras droit, Claudia, qui s'occupe justement du service, etc., de gérer la caisse, des boissons, etc., et qui est fabuleuse, qui, pendant le Covid, je l'ai formée pendant le Covid pour qu'elle puisse me remplacer complètement, puisque moi, je ne descendais plus. Et puis qui est toujours là, et puis qui est... Bref, j'ai une équipe fabuleuse, que ce soit les techniciens, les bénévoles, et le comité aussi, qui est extraordinaire. Donc il y a... Et dans un site magnifique, la Villa Mégro, magnifique maison, mais alors aussi avec parfois aussi le risque, la fragilité du fait que cette maison, vous n'êtes jamais vraiment sûr de pouvoir garder le lieu. Des discussions arrivent de temps en temps au sein de la municipalité de Lutry. Donc il y a quand même toujours une petite épée de Damoclès quand même. Non, maintenant c'est clair.
On a eu une réunion, on a eu une convocation avec le municipal de la culture l'année passée, au mois d'août. Donc 2023 ou 2024 2024, août 2024, oui. Et puis, parce qu'ils font un nouveau collège qui sera tout autour de l'Esprit Frappeur. Alors déjà, ils ne savaient pas s'ils allaient garder la villa ou pas. Finalement, ils ont choisi l'option de... il y avait une dizaine de projets d'architectes, et puis finalement, ils ont gardé... il n'y avait qu'un seul projet qui était sans la villa, donc où la villa aurait été démolie. Les 9 autres étaient avec la villa, donc ils ont choisi un projet avec la villa. Dans la villa, il y aura la direction des écoles, rez-de-chaussée, premier et deuxième, et l'Esprit Frappeur ne bouge pas. Par contre, 2 mois plus tard, on a eu une réunion à la municipalité dans une salle au château, où là, il y avait les architectes, et puis qui disaient, oui, alors, parce qu'ils vont refaire toute la villa, tout l'intérieur de la villa, pas l'extérieur, mais l'intérieur. Et puis là, l'architecte explique ça, puis je dis, mais si vous refaites tout l'intérieur de la villa, vous refaites aussi le sous-sol? Et puis là, l'architecte me dit, bah oui, on ne peut pas faire la tête et ne pas faire les pieds. Donc, du coup, je dis, ah ouais. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, on va devoir débarrasser les lieux, on va devoir vider les lieux probablement pendant 6 mois, 1 année, pendant qu'ils font les travaux, parce que déjà, ça va être infernal. Hein, je veux dire qu'ils font des excavations derrière la villa, etc. Ça va être un chantier monstrueux. Donc on va déménager pendant 1 année, on ne sait pas encore où. Mais bref, il va falloir tout débarrasser. Puis du coup, on nous a demandé un peu nos vœux. Et puis là, avec le comité, c'était un mardi, le dimanche, on s'est réunis avec le comité sur place et on a commencé à rêver de ce qu'on pouvait faire de ce lieu. Changer le sens du bar, changer la porte d'entrée, parce que qui dit rénovation dit aussi entrée pour les personnes à mobilité réduite. Alors on est en 2025, alors prenons l'exemple de la programmation de cette année 2025. On est en janvier maintenant, qui va-t-on voir à l'Esprit Frappeur cette année ? On a déjà eu Romain Didier, on a déjà eu pas mal d'artistes là, en octobre. Il y a eu aussi Andreas Paradjoudakis, là, qui est un musicien extraordinaire, un crétois. Ça, c'était sur le passé. Et puis, de ce qui va venir maintenant, cette semaine, on reçoit Courbétis et des Grecs. Et c'est 2 fois complet, c'est-à-dire qu'on n'a plus une place de disponible. Combien de places d'ailleurs On est à 65 places maximum. Et les gens consomment, en fait, pour expliquer un peu le cabaret. Ouais. On peut manger aussi. Oui, moi j'adore cuisiner. Donc, et vous cuisinez aussi, donc. Oui. Je fais des recettes de Yota Motolenghi que les gens adorent. Et votre épouse, Nicole, est aussi une personne très importante. Elle est secrétaire du comité, en tout cas. Et elle aide aussi. Elle aide aussi, bien sûr. Voilà. Oui, mais la cuisine, c'est moi qui m'en occupe. Puis alors, je fais des soupes justement de Yota Motolenghi ou bien là, pour l'instant, je suis dans les croûtes aux champignons parce que je suis un très bon saucier, comme me disait Henri Tachant. Et puis, c'est très facile à faire, quoi, les croûtes aux champignons. Voilà, puis j'adore cuisiner, je fais le cheesecake maison, etc. Et puis les artistes, alors qui allez-vous alors donc, cette année ? On en était à, là cette semaine complet, la semaine prochaine c'est complet aussi avec, qui c'est la semaine prochaine ? Je sais qu'en tout cas il va y avoir, Fanny de Poule, évidemment, donc là c'est les 2 soirs complets aussi. Après, on a un spectacle magnifique il faut venir voir, avec Émilie Roulet et Michael Frey. Ça s'appelle The Beauty of Lost Causes. C'est pas très bien dit, hein, mais enfin bon, je fais comme je peux. La beauté des causes perdues, c'est ça. C'est magnifique, c'est somptueux. Ils sont venus l'année passée, c'était complet. Là, ça l'est pas pour le moment. Puis après, on continue avec Pascal Auberson en trio, avec César Decker et puis Mathieu Michel. Là aussi, c'est complet. Donc là, on se fait les 4 prochaines semaines, il y en a 3 où c'est complet.
Félicitations. Merci. Alors, cette année 2025, c'est aussi une année où vous allez reprendre un spectacle. Alors, on retrouve Julos Bocarn, que vous allez mettre en scène avec notamment des musiciens, Pascal Rinaldi, entre autres. Enfin, vous êtes trois, je crois. Oui, c'est un spectacle qu'on a créé en 2023. Pascal Rinaldi, vous-même. Oui, et Vincent Zanetti. Et Vincent Zanetti. Oui. Et vous allez le refaire, ce spectacle, cet automne. Oui, oui. Non, on ne va pas le refaire en automne. Oui, on va le refaire en septembre, c'est ça, au Festival de Maz, à Maz, Festival de la correspondance. Ça s'appelle Lettres de Soi, et puis là, ils ont changé, ça s'appelle Lettres de Joie pour cette année. Et où là, Boris Bocarn, qui est l'un des fils de Jules Bocarn, m'a transmis du courrier écrit par Jules, qui sont vraiment des lettres pas du tout publiques, où là, on va retirer des extraits pour adapter le spectacle pour le Festival de la correspondance. Puis après, on va le jouer, là, au mois de mai, on le joue à Bruxelles. Ce sera la première date à Bruxelles. Et puis, je suis en train de me battre pour essayer de tourner ce spectacle, mais c'est de la folie parce qu'il y a tellement de demandes. Là, j'ai 42 000 adresses où envoyer des mails. Et j'en ai fait 2000 à peu près, puis j'ai une réponse pour le moment. Donc, c'est très, très compliqué. Mais vous semblez ne jamais avoir peur des défis. Hein. Ouais, puis j'adore ce spectacle, c'est tellement beau. On l'a joué là avec des éclairages somptueux dans une très grande salle à Beaucourt, au foyer Georges Brassens, là, qui est de l'autre côté de la frontière. Il y a Beaucourt. Et on l'a joué à Beaucourt. J'ai regardé la vidéo l'autre jour, mais c'est tellement beau ce spectacle. Et ça fait 14 fois qu'on le joue et 14 fois que c'est complet. Donc... j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis moi, en tout cas, c'est vraiment un spectacle qui me porte parce que c'est Pascal Rinaldi qui a eu l'idée puis qui m'a proposé de faire cet hommage à Jules Bocarn. On l'a répété, Vincent et Pascal qui habitent dans la même région en Valais, ils ont bossé de leur côté. Moi, j'ai travaillé du mien. Suite au Covid, j'avais plus rien fait depuis 2019. Donc, problème de mémoire et tout, je suis passé à la pharmacie, Jinko-san, et hop, une semaine après, je savais tous mes textes. Et puis, je les travaille quasiment tous les jours, quoi. Donc, le spectacle, il est complètement intégré. Et c'est... entre Pascal Rinaldi, Vincent Zanetti et moi, c'est une entente, mais extraordinaire. C'est des gens tellement fabuleux. Et puis, le spectacle est très beau. Et on a eu... je disais, ils ont bossé chacun de leur côté, moi du mien. Pascal est venu une fois à l'Esprit Frappeur. Il m'a fait les chansons comme ça. Il m'a fait à la guitare et moi, je chantais. On a vu que ça marchait. Après, on s'est retrouvés le lundi, mardi, mercredi à l'Esprit Frappeur. C'était en fin mars. 27, 28, 29, quelque chose comme ça, ou 28, 29, 30. Enfin bref, on a 3 jours de répétition sur 4 heures par jour, quelque chose comme ça. Et le jeudi, on faisait la première, c'était plein. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'était les 4 soirs complets. Et nickel. Donc ça s'est super bien passé. Et c'est très très beau, ce qu'amène Vincent Zanetti. Déjà, la voix de Pascal Rinaldi, c'est quelque chose. Quand il chante Jules Bocarn, c'est à tomber par terre. Et puis Vincent Zanetti au Cora Ngono, etc. C'est magnifique. C'est très très beau. Dans votre cabaret, vous apparaissez aussi. Et puis, encore une chose que vous faites, c'est que parfois vous enregistrez des disques dans lesquels vous êtes le chanteur principal, des textes parfois de vous, des textes aussi d'autres auteurs. Alors, comment se passe au fond cette décision de dire, voilà, je vais faire un nouveau spectacle, je vais sortir un disque? Comment dire, ça se passe là, le dernier que j'ai fait, ça s'appelait Fin du monde. C'était en 2019, justement, juste avant le Covid. Et puis là, j'étais avec 6 musiciens. C'est Antoine Auberson qui dirigeait l'orchestre et 2 choristes. Et puis, j'ai fait ce spectacle. Puis voilà, après, il y a eu le Covid. Et les textes étaient de vous? Tous les textes étaient de moi, oui. Alors justement, ce genre d'initiative, comment est-ce qu'elles naissent en général?
C'est vous qui suggérez, quelqu'un vient vers vous? C'est Comment moi ça se qui passe? suggère, ouais, parce Ouais. que c'est vrai que, voilà, de temps en temps, je reçois des subventions pour la compagnie Alain Chef, mais c'est pas aussi régulier que pour l'Esprit Frappeur. Et Euh, parfois, on vous entend dans une voix ténébreuse, notamment, je pense à un autre album dans lequel on entend votre voix du diable qui va vendre de la cam. C'est assez émouvant et assez frappant. ah oui, oui, oui. Et donc là aussi, vous avez aussi l'aide de musique, notamment, je crois que Romain Didier intervient aussi comme Oui, il y a eu Romain compositeur. Didier, puis il y a Serge Cotla, il y a eu Bernard Trinchant, il y a eu Alexandre Sellier, il y a eu Antoine Auberson, il y a eu Jocelyne Rudassigua, enfin, j'en oublie certainement, Tiziano Tomazzetti, etc. Bref, je me suis souvent entouré de 4, 5, 6 musiciens. C'est fou. Les artistes, vous les faites venir, mais aussi, vous savez les faire travailler Oui, oui, oui. pour vos projets. Alain Nechaev, en quelques mots ou quelques phrases, qui est Alain Nechaev? Ma femme pense que je suis un peu dingue, que je suis un petit peu fou. Je crois que ouais, je suis quelqu'un qui poursuit un rêve et puis qui vit tout le temps en positif, en fait. Et c'est ce qui me fait vivre, c'est le côté qu'il peut m'arriver n'importe quoi, de toute façon, je vais en faire du positif. Donc même s'il y a quelque chose de très grave qui m'arrive, je vais faire en sorte de, bon, ça c'est arrivé, qu'est-ce que je peux en faire? Et du coup, je vais en faire quelque chose de positif. Puis c'est l'échange avec les autres, c'est la communication, c'est l'amour des autres, c'est ça qui est important. Et puis j'ai un côté aussi, euh, j'ai un côté très étrange aussi quand j'ai arrêté l'alcool, par exemple, en 2003, en avril, j'ai eu une espèce de... Xavier Lacouture, qui est un chanteur français, là, me disait que c'était probablement un délirium tremens à retardement. Mais en tout cas, j'ai complètement paniqué dans le courant du mois d'avril. Et j'ai commencé à vider tout ce qui était dans l'esprit frappeur, tout ce que je trouvais qui était inutile, à noter sur des bouts de papier tout ce qui n'allait pas, mais avec une écriture, j'ai gardé d'ailleurs ça, c'est un bloc comme ça de papier, c'était n'importe quoi. Tous les bouts de papier que je trouvais, j'écrivais dessus. Euh, ça pouvait être des cartons de bière, je ne sais pas quoi, bref, c'est une quantité comme ça d'informations. Et puis ça, c'était un mercredi, le jeudi, la crise a continué. Le vendredi, je me suis retrouvé aux urgences, au CHUV, aux urgences psychiatriques. Puis là, j'ai demandé à être... Parce que je me rendais compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, quoi. Et j'ai demandé euh, à pouvoir aller aux urgences. Et donc on a appelé un taxi, le chauffeur descend dans la salle de l'esprit frappeur, et au moment où je le vois, je lui dis, vous appelez Luigi, vous venez des Pouilles. Et le chauffeur me dit, mais comment vous savez ça? Et pendant 3 jours, comme ça, je savais les prénoms des gens et d'où ils venaient. Je me suis retrouvé au CHUV, aux urgences psychiatriques. Là, on me demande mes papiers. Je prends mon sac, je le vide par terre. Elle me dit non, non, remettez tout dedans. On va aller aux urgences psychiatriques directement. Bref, aux urgences psychiatriques, là, les deux psychiatres me disent bah, écoutez, ça serait bien que vous fassiez quand même un petit séjour à Ceris. Donc je dis oui, je pense que c'est une bonne idée. Est-ce que je peux aller boire un café en attendant? Oui, mais on va appeler un Securitas. Securitas arrive, on est dans l'ascenseur. Je lui dis vous appelez François, vous venez de Clermont-Ferrand. Et je savais des choses que je ne pouvais pas savoir, quoi. Et ça a duré comme ça pendant 3 jours. Après, j'étais à Ceris, puis j'étais Dieu. C'est ce que j'ai dit à ma femme au moment où elle m'a déposé à Ceris. Je lui ai dit, tu sais, je crois que je suis Dieu. Je sais des choses que je ne peux pas savoir. Et c'était fou, quoi. Et ça a duré comme ça. J'avais le droit de faire tout ce que je voulais. Enfin, bref, ça, c'est un des exemples. Mais Puis, c'est passé quand, en fait? Ça s'est passé ça, quand? c'était en 2003. En Donc, avril c'est au 2003. moment où vous arrêtez de boire. Donc c'est là. C'est 2 C'est à mois cette après. période. 2 mois après. C'est 2 mois après. Ah ouais. Et puis en fait, je puais l'alcool. Alors qu'il y avait 2 mois que je n'avais pas touché une goutte d'alcool, donc tout est sorti d'un coup.
C'était quand même bien stocké, hein, tout ça. Si on pue l'alcool 3 mois après, c'est quand même pas mal stocké. Oui, hein. oui, je pense. Vous aviez un peu comme les Ouais, chiens ouais. du Grand Saint-Bernard, quelques réserves sous le Et coude. ça, j'ai eu des trucs comme ça. Même chose aussi avec Howard Button. Je suis avec la Ligue d'improvisation suisse pour un match d'impro avec la France à Paris. On est à l'hôtel. La Ligue d'impro française m'appelle pour que j'aille discuter avec eux. Ils avaient une réunion, je ne sais pas trop quoi. Bref, je descends dans l'ascenseur. Je me dis, j'aimerais bien rencontrer Howard Button, Buffo. Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué, le cœur sous le rouleau compresseur, etc. Je me dis ça, je traverse la rue, Howard me prend par l'épaule. Et il me dit, directement, sans que je lui dise quoi que ce soit, il me dit, il n'y a pas de hasard. Alors que je viens de penser à lui. Voilà. Alors, cette idée quand même d'être Dieu, ça vous est revenu par la suite de vous dire... parce qu'il y a quand même des auteurs. Non, Chécé disait « Dieu est en moi », etc. mais vous, c'est carrément... est-ce que ça vous est revenu, ce genre de pensée? Non, j'ai pris de la distance quand même par rapport à ça. Ça m'amuse beaucoup parce que c'est vrai que une fois on était dans un chalet avec ma femme chez le frère de Jackie Laguerre et puis le matin on descend boire un café au petit bistrot du village en Valais et première page du matin, une jeune fille 18 ans assassinée devant le casino de Montreux. Je lis l'article, ça s'était passé pendant la nuit. Et je dis à ma femme, le type qui a fait ça, c'est un radioamateur, il fait de la CB. Et ma femme me dit, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, écoute, j'en sais rien. Elle lit tout l'article, rien ne laisse supposer ça. Une semaine après, contrôle le véhicule à la Blécherette, il découvre des traces de sang sur le siège arrière du véhicule. C'est le sang de Nathalie, le type avoue et sa voiture est hérissée d'antenne CB et c'est un radioamateur. Et c'est à ce moment-là qu'on vous arrête, évidemment, puisque c'est vous, c'est vous l'assassin. J'ai compris, Oui. La toute dernière, c'était le pape. Élection du nouveau pape. On est avec une copine et puis ma femme à la cuisine. Il est 20h. Je dis, vous verrez, il sera argentin. Pas trop difficile à deviner, il y avait 3 possibilités. Puis je dis, vous verrez, il s'appellera François Ier. Et là, ma femme et l'ami éclatent de rire en disant, mais c'est le nom d'un roi, tu dis n'importe quoi. Et à 20h30, ça passe sous l'écran, comme ça, la fumée blanche, et puis ça passe sous l'écran, le nouveau pape est élu, François Ier. Au début, c'était le pape François, c'était François Ier. Je pleurais de rire dans le salon. Mais Nicole, votre épouse, qui constate une fois de plus, c'est tout à coup ce genre de paroles quasiment dignes d'un prophète, comment est-ce qu'elle réagit elle est assez sereine parce qu'en fait, elle se rend compte que, oui, elle en rigole un peu comme moi, quoi. À part ça, est-ce que, sur le plan, je dirais scientifique, si on peut dire, est-ce que vous vous êtes posé des questions pour savoir comment ça se passait? Parce qu'une coïncidence, 2 coïncidences, 3 coïncidences, à la fin, ça fait quand même pas mal. Moi, je pense qu'on a tous ça en nous. Puis que c'est pas exploité. Il y a des tas de choses qu'on n'utilise pas comme ça. Puis ça fait partie de moi, ça fait partie de ma sensibilité. Ça fait qu'à certains moments, quand j'ai eu cette crise en avril de 2003, là, j'ai eu des tas de téléphones. J'ai eu un téléphone, entre autres, avec Jos Bocarn, parce que j'avais tout d'un coup une crise de téléphone. Puis j'appelais les gens qui étaient importants pour moi. Puis j'ai appelé Julas et qui m'a tout de suite dit « Alain, profites-en. Tu es dans un autre monde. » Vraiment utilise ce que tu es en train de vivre là. J'ai eu un téléphone avec Abi Patrick, qui est un merveilleux conteur français d'origine norvégienne, qui lui m'a guidé un petit peu, m'a fait faire un chemin comme ça par téléphone dans des lieux incroyables. Bref, ça m'a amené beaucoup de choses, quoi. C'est ça qui... je ne sais plus ce que je voulais dire, mais... Non, mais vous me le dites bien, c'est-à-dire le portrait d'Alain Nietzsche, je vous demandais. Donc là, je crois que c'est une série de réponses qui sont véritablement... C'est bien, parce que ça, cette fois-ci, ça devient l'autoportrait. Oui. Alors j'aimerais, justement, parlant de vos proches, on a mentionné évidemment Nicole, avec laquelle vous partagez votre vie depuis déjà pas mal d'années, et puis 2 enfants aujourd'hui adultes. Quels sont vos rapports avec votre fille et votre fils Julos? Votre fille Anna, qui habite Bâle, je crois, et votre fils Julos. Oui, qui habite Moudon. Alors, on a
Ben, on a un très très chouette contact. Ça n'a pas toujours été le cas. Avec ma fille toujours, avec Jules, c'était parfois un peu plus difficile parce que comme j'ai pas eu de père, je savais pas comment faire. Et ça, c'était compliqué, quoi, parce que du coup, oui, j'ai pas eu d'exemple paternel. Donc, autant j'ai pas reproduit ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que je n'ai jamais frappé mes enfants, ce qui était le cas de mon père quand même. J'ai arrêté l'alcool, en fait, etc., etc., pour eux aussi. Mais j'ai absolument pas reproduit ce que j'ai vécu moi enfant, ce qui arrive beaucoup, hein, je veux dire, avec des adultes qui reproduisent ce qu'ils ont vécu. Et moi, j'ai eu ce côté résilient, puis ce côté de prendre de la distance par rapport à ça. Et donc, j'ai des rapports avec eux qui maintenant sont bien. Avec mon fils, c'était plus difficile. Parce que je ne l'ai jamais amené pêcher, j'ai jamais joué avec lui, c'était beaucoup Nicole qui faisait ça. Je ne savais pas comment jouer, je ne savais pas. Et puis je l'ai bien regretté par la suite, mais c'est comme ça, je veux dire, j'avais pas les armes pour être un père. Autant j'étais hyper heureux quand Anna est venue au monde, hyper heureux quand Jules est venu au monde, mais le rôle de père, je n'avais pas eu de modèle. Et aujourd'hui, est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez vraiment dans la peau d'un père? Je crois beaucoup plus maintenant. Mais ça, il a fallu un long chemin. Il a fallu d'abord que je pardonne à mes parents. Et ça a été une longue, longue étape. Et je me souviens que là, j'étais à l'Esprit Frappeur un après-midi, puis que je me suis dit, mais dans le fond, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Avec ce qu'ils ont vécu, avec ce qu'a vécu ma mère, avec ce qu'a vécu mon père. C'est clair qu'ils n'ont pas été des parents formidables, loin de là, mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Et donc je ne peux pas leur en vouloir, parce que voilà, ils ont fait comme ils pouvaient. Et ils l'ont fait très mal, mais ils ne pouvaient pas faire mieux. Et donc à ce moment-là, j'ai réussi à leur pardonner, parce que mon père, je lui en ai vraiment beaucoup voulu, quoi. Quand il décède, puis qu'on apprend 5 ans après que seulement c'est ma demi-sœur qui téléphone à Bruxelles, puis qui dit, est-ce que vous avez des nouvelles elle appelle la commune où il vivait, et puis écoutez, il est mort il y a 5 ans. Ah oui. Et donc là, j'en ai voulu de ne pas m'avoir prévenu, quoi. Au moins un jour avant, si bah je puis dire. Ouais, c'est possible quand même. C'est ça, le savoir 5 ans après, puis de ne pas avoir pu discuter, de ne pas avoir pu mettre les choses au point avec lui, j'en ai beaucoup souffert. Et puis à un moment donné, j'ai pardonné. Je me suis dit, mais c'est de l'histoire ancienne, c'est fini, c'est terminé. Ils ont fait comme ils pouvaient, puis voilà. Et ça, c'est important par rapport à, du coup, arriver à un rôle de père qui soit un peu cohérent, quoi. C'est-à-dire... Est-ce que vos enfants partagent au fond cette vue? Ils vous ont connu alcoolique quand ils étaient petits. Aujourd'hui, ils ont vu toute votre créativité. Comment est-ce qu'ils vous perçoivent dans ce que vous êtes, dans ce que vous avez fait, dans l'évolution aussi de vos créativités? Alors, je pense qu'ils ont une certaine admiration. En tout cas, je sais que quand ils viennent voir mes spectacles... ils sont fans. Oui, je crois qu'ils aiment bien. Et puis, je me dis, c'est chouette parce que ça laisse des traces aussi. Parce que dans un moment, je ne serai plus là, quoi. C'est normal. Mon fils, à un moment donné, il a eu une période très, très difficile. Et puis, petit à petit, il y est revenu. Puis maintenant, depuis plusieurs mois, c'est de nouveau une super bonne entente. Et puis... il a complètement changé, il est devenu waouh, quelqu'un d'extraordinaire. Puis ma fille aussi est quelqu'un d'extraordinaire. Enfin, je les aime. Et donc aujourd'hui, on sent chez vous une sérénité, hein, retrouver une sérénité. C'est ça qui est bien avec l'âge. et puis toujours l'envie de créer, l'envie de continuer. Et
je crois que c'est ce qu'on peut vous souhaiter, Alain, c'est de continuer avec cette énergie et cette vision, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, cette vision résolument positive que vous avez lorsque vous regardez l'existence, la vôtre et celle des autres. Grand merci, Alain. Merci. Si vous souhaitez voir d'autres vidéoportraits, consultez le site Vitassumus qui met en ligne régulièrement nos interviews filmées réalisées à partir de 1978.